Ce soir de vous présenter le colonel Goya que tout le monde oui, bon, c'est pas la peine, que tout le monde connaît bien depuis qu'on se dispute sur la question de la victoire de 1918. Et vous avez vu certainement, vous avez lu ces articles dans le Figaro qui vengeaient l'armée française, puisque comme vous le savez, la victoire, on ne sait pas qui a gagné la guerre de 1914-1918. Les officiels ont laissé planer un certain doute sur le sujet. Alors c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était indispensable de rectifier la vérité historique, et nul mieux que Michel Goya ne pouvait le faire, puisqu'il est lui-même enseignant. D'abord, c'est un ancien officier, enfin pas un ancien, un officier de l'armée française, officier des troupes de marine. Bon, maintenant, évidemment, lui aussi en deuxième section, enfin on ne dit pas pour les officiers supérieurs, mais qui a enseigné, à l'Institut des hautes études, qui a enseigné à l'école de guerre, qui a enseigné et qui enseigne encore à l'IRIS, oui, qui a enseigné à Sciences Po, et qui est un spécialiste surtout de la guerre, et en particulier de la guerre de 1914-1918, après avoir été le conseiller de chef d'état-major sur les questions stratégiques. Alors je lui passe la parole parce que je crois que c'est lui que vous voulez entendre et que ça va être passionnant, et il a décidé en même temps de projeter de façon à ce que vous voyez bien ce qu'il va vous expliquer. À vous, mon collègue. Bien, bonsoir à tous. Alors, je vais effectivement vous parler de la Première Guerre mondiale, et plus spécifiquement de l'armée française dans la Première Guerre mondiale, et là encore, plus particulièrement de l'aspect qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que derrière la victoire a été le fait d'immenses efforts, d'immenses sacrifices, d'un immense courage, mais aussi d'une très grande intelligence. C'est-à-dire que contrairement contrairement aux clichés que l'on peut avoir aux nombreux clichés que l'on peut avoir sur la Première Guerre mondiale, l'armée française a réussi à se transformer à une vitesse absolument considérable, en grande profondeur, de manière tout à fait remarquable. Et l'armée française de 1918, la fin de la guerre, n'a absolument plus rien à voir avec celle de 1914. Elle a beaucoup plus à voir en réalité avec l'armée française d'aujourd'hui, certainement, qu'avec celle de 1914, qui est encore une armée du 19e siècle, d'une certaine façon. C'est cette transformation, en 4 ans seulement, une transformation qui, sur une armée qui représentait plusieurs millions d'hommes, là aussi c'est un exploit, c'est aussi un exploit considérable qui a permis la victoire. L'armée française, on en parlera un peu plus tard, et en 1918 l'armée la plus moderne du monde, contestablement, et c'est à la fin de la guerre, c'est l'armée la plus puissante du monde. Tout ça ne s'est pas fait quand même sans un minimum d'intelligence de la part de tout le monde en réalité, mais aussi d'un certain nombre de généraux qu'on aura eu plutôt tendance à présenter comme des bouchers ou au mieux des incompétents. Ce qui est évidemment extrêmement loin de la réalité. Alors, pour décrire tout ça, je vais utiliser en réalité un exposé je vais adapter un exposé que je faisais à l'école de guerre, justement sur cette transformation. Alors si on part, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais si on part de l'armée française au début de la guerre, donc vous voyez ce dessin, on voit des armées très colorées, trop colorées certainement, mais qui ressemble beaucoup à une armée de Napoléon finalement, des cavaliers qui combattent à cheval, des artilleurs qui tirent sur ce qu'ils voient, simplement, en tir direct, des fantassins qui sont tous identiques, armés d'un fusil, d'une baïonnette,
quelques mitrailleuses à ce moment-là, mais pas beaucoup. Et donc, voilà, dans la forme, ça ressemble beaucoup à une armée napoléonienne, même une armée de toute la période classique, on va dire. Donc ça, c'est le premier élément. Particularité de cette armée française, au moment où elle rentre en guerre, d'abord, c'est une armée volumineuse, qui se veut volumineuse. C'est-à-dire, et là, ça va être quelque chose qui va avoir des grosses conséquences, c'est que, pour comprendre ce qui va se passer, il faut comprendre quel est le point de vue stratégique de la France. À ce moment-là, la France, 39 millions d'habitants, face à l'Empire allemand qui en fait 65, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant industriellement en particulier, et la France considère que pour avoir une chance de gagner dans une guerre éventuelle, il faut absolument avoir autant de soldats que les Allemands. Alors que, encore une fois, la population n'est pas du tout la même. Et donc, on fait un effort considérable, humain considérable, pour avoir le même nombre de baïonnettes que les Allemands. Et c'est la raison pour laquelle on va, juste avant la guerre, faire passer le service militaire à 3 ans, par exemple. Donc c'est pour augmenter les effectifs et pour les mettre au même niveau que les Allemands. Et ça a des conséquences. Ça a des fortes conséquences parce que on n'a pas les moyens des Allemands. Donc, pour dire concrètement, le budget des armées, enfin le budget de l'armée en 1914 en France, c'est pas du tout le budget de l'armée allemande pour des effectifs qui sont identiques. Et donc, par voie de conséquence, ça veut dire qu'autour de chaque soldat français, on investit beaucoup moins. On investit beaucoup moins en entraînement, on a beaucoup moins de camps d'entraînement, on investit beaucoup moins en équipement. On sélectionne aussi dans l'active des gens qui en Allemagne seront exemptés. Donc on a globalement, c'est ça que je veux en venir, c'est qu'on a globalement, qualitativement, on a des soldats qui sont un peu moins formés, un peu moins équipés, ils sont globalement moins bons que les soldats allemands. Mais on est aussi nombreux. D'accord ? Donc ce qui veut dire que, et c'est ce qui va se passer, tactiquement, sur les champs de bataille, ce sera dur, surtout au début, mais sur l'ensemble du cadre d'opération, on pourra tenir le front parce qu'on est aussi nombreux. Et c'est ce qui va certainement sauver la situation au prix de pertes extrêmement importantes. Ça, c'est un élément. Ensuite, comment on utilise, enfin, je vais poursuivre, il faut bien comprendre, et ça rejoint un peu le débat qui ont eu lieu il y a ces dernières semaines, où lorsqu'un conseiller du président parlait de civils que l'on a armés constitués de civils que l'on a armés. Bon. Donc on imagine des gens qu'on fait venir, on donne un fusil, puis on dit en avant. Non, en fait non, pas du tout. Tous les hommes de cette époque sont des soldats en réalité, actifs ou réserves. Depuis la loi de décembre 1798, il est inscrit qu'il est dit que tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. Et donc tous les citoyens, à l'époque des hommes, au passage d'ailleurs, petit détail, mais les soldats professionnels, eux par exemple, n'ont pas le droit de vote, sous la Troisième République, et ils le retrouveront en 1946. Voilà, tout soldat, tout citoyen, homme, est tenu de servir, et est tenu éventuellement de défendre la patrie si besoin est. Et donc, passage dans l'active, et puis une fois qu'on sort de l'active, on passe dans la réserve de l'active, puis ensuite on passe dans la territoriale lorsqu'on a un peu plus vieux, et on passe ensuite dans la réserve de la territoriale, mais jusqu'à 49 ans. Tout homme français est soldat. Voilà. Donc les gens qui se présentent en août 14 sont tous des soldats. Et ils sont tous des citoyens soldats qui viennent défendre la patrie en toute connaissance de cause. Bien. Cet ensemble, après, toute la question qui se pose, c'est comment on utilise toutes ces forces. Et là, c'est un peu plus compliqué. La stratégie générale, c'est pour la France, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire qu'il faut gagner la guerre le plus vite possible. Parce que nous sommes moins forts que l'Allemagne. Il faut que sur la distance, sur la durée, on ne pourra pas tenir.
Et donc il faut y aller tout de suite, et il faut emporter la victoire tout de suite. Et pour ça, il faut être offensif, il faut prendre l'initiative, il faut être offensif, et puis comme on n'a pas le droit, les politiques verrouillent quand même plus les militaires français que les Allemands, les politiques allemandes verrouillent les militaires allemands. Et du côté français, il est interdit de passer par la Belgique, et donc on attaquera en Lorraine. C'est ça, c'est le plan général français, c'est d'aller attaquer en Lorraine et de gagner. Il faut gagner la guerre en quelques mois. Du côté allemand, d'ailleurs, ce sera la même idée. Il faut gagner la guerre contre les Français le plus vite possible avant de pouvoir se retourner contre les Russes. Donc ça, c'est l'idée générale. Après, si on descend d'un échelon, comment on fait tactiquement? Là, c'est un peu plus compliqué. Contrairement, là aussi, un peu une image, les choses ne sont pas aussi simples. Vous avez, à ce moment-là, plusieurs, on va dire, écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui est dérivée de la fin du XIXe siècle, d'un commandement assez centralisé, et puis, donc une sorte de joueur d'échecs. Et Foch, par exemple, est l'un des promoteurs de cette école de pensée, qu'il n'a pas inventé, hein. Et donc cette idée, voilà, du chef qui est à l'arrière, qui centralise les actions de façon à concentrer les forces au meilleur endroit, etc. Et puis vous avez, début du XXe, enfin quelques années avant la guerre, vous avez un développement ce qu'on appelle les jeunes Turcs. Ce sont des jeunes officiers qui sentent que la guerre va venir, que l'armée française n'est pas forcément bien préparée, et qui contestent le haut commandement en réalité. Pour eux, les généraux français sont globalement pas bons. Ils sont pas bons, on peut en parler longuement, mais en partie pour eux parce qu'ils beaucoup d'entre eux ont été nommés sur des critères politiques. Quelques années plus tôt, l'armée française a connu une grande crise. On l'oublie souvent, mais il y a une grande crise au début du XXe siècle. C'est une période, paradoxalement, si vous voulez on en reparlera, mais c'est une période où on n'imagine plus la guerre. Une période de paix, voilà, tout le monde est à peu près persuadé qu'il n'y aura pas de guerre, ce qui rétrospectivement paraît étonnant, mais c'est quand même ça. Vous avez en 1912, vous avez quand même un écrivain anglais, Norman Angell, qui écrit un livre qui s'appelle La Grande Illusion, dont le titre sera repris dans un film, et La Grande Illusion, c'est de dire, voilà, dans on appelle pas ça comme ça, la première mondialisation, les économies sont tellement interpénétrées en Europe qu'une guerre serait absolument une folie, ce serait absolument suicidaire. Une grande partie de l'alimentation allemande vient de Russie, par exemple. Nous, nos pantalons rouges, les pantalons rouges de nos soldats, le produit chimique qui sert à faire ce rouge, il vient d'Allemagne. Bon. Et donc, il dit, voilà, c'est pas possible, ce serait une folie. Bon. C'est pas parce que c'est absurde qu'on ne le fait pas malgré tout. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, au début du XXe siècle, on a toute une période assez presque pacifiste. On réduit le budget de la défense aussi, enfin des armées, de la marine. C'est l'époque où on fait passer le service militaire devient universel en 1905. Il y a le développement d'une littérature antimilitariste à ce moment-là, parce que pour la première fois, les fils de bourgeois sont obligés de faire le service, pour le dire clairement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc il y a des gens qui savent écrire et qui ne sont pas contents de cette époque et qui le disent. Mais surtout c'est qu'on emploie l'armée dans des missions de maintien de l'ordre. À l'époque, il n'y a pas d'unité spécifique de maintien de l'ordre, donc on l'emploie pour réprimer les viticulteurs dans le sud, les mineurs dans le nord, pour mener ce qu'on appelle les inventaires des congrégations. Et tout ça provoque un malaise très fort au sein de l'armée, au sein des officiers, et dégrade considérablement aussi l'image de l'armée dans la nation. C'est d'ailleurs une des causes du déclenchement de la guerre, pas la principale, mais quand même une des causes, c'est-à-dire que les Allemands sont persuadés que l'armée française est affaiblie, est faible, et que donc ce qui se passe à l'été 1914, là il y a une bonne occasion, et donc beaucoup de militaires allemands disent, écoutez voilà, c'est l'occasion, on va saisir cette occasion pour attaquer l'Allemagne, pour attaquer la France, alors que son armée est faible. Je reviens dans ce contexte. À l'intérieur de l'armée, donc vous avez plein de jeunes officiers qui disent là il faut réagir, il faut faire
il faut secouer le cocotier, et puis il faut s'imposer à une doctrine qui est, selon eux, beaucoup plus rigide. Et donc ils vont développer ce qu'on va appeler par la suite l'idée d'offensive à outrance, et ils prennent pour modèle les Japonais. Pendant la guerre du Japon contre la Russie, 10 ans plus tôt, 10 ans avant la Première Guerre mondiale, où ils disent, regardez les Japonais, ils sont un peu comme nous, hein, et ils sont faibles par rapport aux forts, et ils ont gagné parce qu'en étant extrêmement courageux, déterminés, agressifs, offensifs, et donc il faut faire pareil si on veut gagner. Et donc ils développent, ils accentuent une tendance quand même à l'hyper-agressivité tactique. Comme le Grand Maison dit, voilà, il faut, dès qu'on rencontre l'ennemi, il faut lui sauter à la gorge, il faut foncer. Contact avec l'ennemi, on fonce, il faut être super agressif, super offensif. Voilà. Et il s'oppose, encore une fois, il s'oppose des généraux comme Foch, qui n'est pas du tout dans cette optique. Quand Foch prend le commandement du 20e corps à Nancy, le 20e corps d'armée à Nancy, et il n'est pas très populaire auprès des jeunes officiers qui disent que Foch, c'est pas un offensif. Bon. Et se développe ainsi en réalité une pseudo-doctrine qui est presque une forme de psychose collective, mais dans un mélange. Donc vous avez des unités, des divisions, des corps d'armée, où à la fois vous avez des généraux qui verrouillent, qui centralisent, qui organisent les choses de manière très serrée, comme Franchet-des-Prés, et puis d'autres endroits où on est à fond et il faut... on est beaucoup moins prudent et il faut aller à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable doctrine, c'est très hétérogène. Bon. Si on rentre dans le détail, je vais passer très rapidement, je l'ai un peu évoqué, l'infanterie, l'armée de l'époque c'est l'infanterie. 70% des effectifs c'est l'infanterie. L'infanterie c'est simple, c'est des gens qui marchent beaucoup, extrêmement mobiles, qui sont relativement peu équipés à cette époque. Le fantassin, l'infanterie, c'est fusil Lebel, baïonnette. Puis vous avez quelques mitrailleuses, assez peu. On découvre un peu cette arme, mais on ne sait pas trop l'utiliser. Et puis les officiers les chefs de section, et au-dessus ont des pistolets. Point. Bon. Et c'est donc une armée qui bouge beaucoup, extrêmement mobile, très agressive, qui ne sait pas défendre, qui ne croche pas, c'est des choses qu'on pratique absolument jamais. La cavalerie, c'est combat à cheval, à l'arme blanche, et son rôle, c'est essentiellement faire du renseignement. Et là, pour rechercher l'enseignement, et puis il y a un peu l'espoir secret parmi les cavaliers de pouvoir combattre aussi à cheval, et si possible, d'exploiter, de faire des grandes charges dans la profondeur, et d'exploiter les trous dans le dispositif ennemi. Bon, ce qui n'arrivera jamais en réalité, au moins sur ce front. Et puis l'artillerie, c'est un des points forts de l'armée française, et particulièrement parmi les différents types d'artillerie, l'artillerie de campagne. Et l'artillerie de campagne est organisée autour du canon de 75 mm, qui est l'arme miracle des Français. C'est quelque chose qui envoie 6 obus, un obus toutes les 6 secondes, en cadence maximale, et qui est extrêmement efficace. Et qui va sauver quand même pas mal de choses. Et puis, je vais revenir après sur les faiblesses, et puis vous avez les débuts de l'aéronautique, les premiers avions. Bon, ça fait à peine 10 ans qu'on a un avion qui a décollé d'un champ. Donc c'est extrêmement rapide en réalité. Toutes les armées à ce moment-là adoptent les avions. En France, au moment de la guerre, on en a à peu près 140 en ligne, et qui ne servent, en réalité des gros ULM, qui servent à ce moment-là pour faire uniquement du renseignement. On y reviendra. Et puis donc cette armée, donc là à peu près à quoi elle ressemble, ses équipements. Bon. Il faut bien comprendre une chose. D'abord, on a une faiblesse, c'est l'artillerie lourde. Les Allemands se décident à se doter d'une artillerie lourde. L'artillerie lourde, c'est une artillerie de relativement gros calibre, au-delà de 100 mm, et qui tire loin. Bon. Et à l'époque, c'est un peu... il y a de l'artillerie lourde pour tirer sur des forteresses, ça c'est l'artillerie de siège, mais de l'artillerie lourde de campagne, pour tirer dans les batailles, comme ça, très loin, on se pose beaucoup de questions, parce que tirer loin, c'est tirer au-delà de ce que l'on voit, et on ne sait pas très bien comment faire. Et donc,
Là, ça suscite beaucoup de débats, notamment en France. Habituellement, on imite l'Allemagne. Donc, on ne se pose pas de questions. Les Allemands adoptent les mitrailleuses, on adopte les mitrailleuses, le même nombre. On ne sait pas encore trop comment s'en servir, mais par précaution, on fait comme les Allemands. On a le même nombre d'hommes. Et puis, là, on a un loupé, c'est l'artillerie lourde. Ça coûte cher. Les Allemands investissent là-dedans au moment de la crise que j'évoquais tout à l'heure en France, où il y a un budget de l'armée qui est réduit. Donc on loupe un peu ce truc et on va le payer très cher. Donc les Allemands ont une grosse artillerie lourde et nous, non. On a beaucoup moins de pièces et ça va être sanglant. Et donc voilà à peu près comment on se présente dans la guerre. Point particulier, pour qui va expliquer la suite, c'est que la guerre, c'est un révélateur. C'est un révélateur. Mao Tse-tung disait que les crises, ce sont des révélateurs de contradictions cachées. Là, la guerre, c'est, comme disait Clausewitz aussi, on paye comptant tout ce qu'on a fait auparavant. Et là, les premiers jours en particulier vont être extraordinairement cruels, et notamment pour l'armée française. Donc les plans, ils sont assez connus, hein. Donc vous avez du côté allemand ce qu'on appelle le plan Schlieffen, de l'ancien chef d'état-major. Donc en gros l'idée c'est on contourne par la Belgique, contourne largement, on passe par la Belgique, on arrive en France, on contourne Paris et on encercle l'armée française que l'on sait rassembler en Lorraine, face à l'Alsace-Lorraine. Donc ça c'est le plan allemand, qui suppose, et ça pour la guerre ça a de fortes conséquences, hein, le grand état-major domine en Allemagne, c'est lui qui fait tout. Donc quand les militaires disent nous il faut qu'on passe par la Belgique pour encercler l'armée française, les diplomates disent mais bon, la Belgique c'est un pays neutre, ça va entraîner obligatoirement l'entrée en guerre du Royaume-Uni, mais bon, l'armée dit, le grand état-major dit ça n'a pas d'importance, de toute façon on aura gagné la guerre. Les Britanniques ont une toute petite armée de terre, et ça ne posera pas de problème une fois qu'on aura vaincu l'armée française. Donc on passe par la Belgique. Bon, et voilà. Il y aura d'autres erreurs comme ça, allemandes, stratégiques, notamment la guerre sous-marine. Et donc ça c'est le plan allemand. Le plan français, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est simple, hein, on attaque tout droit en Lorraine, en direction de l'Allemagne. Et tout ça amène un premier contact, qui est ce qu'on appelle la bataille des frontières, où toutes les 5 armées françaises, enfin 4 plus une en Belgique, attaquent le long de la frontière, et c'est un désastre absolu. C'est-à-dire que chaque combat, de chacune de ces armées est un désastre. Et on paye très cher, très cher notre faiblesse que j'évoquais tout à l'heure, hein, faiblesse tactique, l'incompétence d'un certain nombre de généraux, le décalage, on ne peut pas comprendre tout ça, sans voir que, d'abord, on est passé par une longue période de paix, hein, depuis 1871, il y a 43 années de paix, en dehors d'expéditions coloniales, assez réduites, mais l'armée française, les officiers français, les généraux qui commandent à ce moment-là, pour beaucoup, n'ont jamais fait la guerre. Bon. Ensuite, il faut bien comprendre aussi qu'on est dans une période de très grandes innovations techniques, et avec une accélération au début du XXe siècle. Il y a plein de choses qui se passent au début du XXe siècle. On va sous l'eau, on va dans les airs, je l'ai évoqué, il y a des progrès considérables en termes de communication, télécommunication, il y a des progrès considérables en termes d'armement. Je disais qu'on s'inspirait des Japonais, la guerre russo-japonaise, mais entre la guerre russo-japonaise et 1914, il se passe beaucoup de choses, et surtout il y a un armement moderne, mitrailleuse, les canons à tir rapide, le canon 75 c'est un canon à tir rapide, l'artillerie lourde que j'évoquais, qui sont introduits, et on ne mesure pas très bien ce que ça va donner, quels sont les effets, parce que c'est très difficile de le mesurer. Et là, quand on le mesure, c'est une catastrophe. C'est particulièrement une catastrophe pour les Français. Donc on prend une raclée absolument monumentale, et puis surtout c'est extraordinairement meurtrier. Le 22 août 1914, vous avez 27 000 soldats français qui sont tués dans une seule journée. C'est plus que pendant toute la guerre, les 8 ans de la guerre d'Algérie par exemple, pour se tuer en une seule journée. Donc c'est une catastrophe absolue.
Mais 2 semaines plus tard, on gagne sur la Marne. C'est-à-dire que l'armée française qui est sur les frontières se replie, se regroupe sur la Marne. Les Allemands arrivent, finalement ne passent pas au sud de Paris mais au nord, et tout le monde se retrouve le long de la Marne entre Paris et Verdun. Et donc c'est une des plus grandes batailles de l'histoire, enfin à ce moment-là d'ailleurs c'est la plus grande bataille de l'histoire sur la Marne. Or sur la Marne on gagne, la France gagne. Et en réalité quand on regarde de près, vous apercevez que il y a eu une transformation considérable de l'armée française en 2 semaines. Il y a eu une multitude d'innovations au sein des armées qui ont eu lieu. Et l'armée française qui se bat sur la Marne, ce n'est plus l'armée française qui se bat aux frontières. Les artilleurs, par exemple, on s'aperçoit que les capitaines qui commandent une batterie d'artillerie de 75, donc vous avez 4 canons, le capitaine, ils peuvent tirer derrière un mouvement de terrain, derrière une petite butte comme ça, hein, mais il faut que le capitaine regarde avec ses jumelles et guide les tirs. Bon. Puis on se rend compte qu'il peut très bien faire ça, très près de l'ennemi, enfin plus près de l'ennemi, avec les canons qui sont très loin derrière, pas besoin d'être forcément à côté, et il suffit qu'il y ait un téléphone par exemple. Et il communique par téléphone ses observations à ces pièces qui sont plusieurs centaines de mètres derrière. Mais ça, c'est pas dans le règlement par exemple. Mais certains ont déjà eu cette idée, et cette idée se diffuse partout, et vous avez des officiers, on voit des officiers partir à Paris, en Suisse, etc., récupérer du câble téléphonique, et on voit toutes les batteries d'artillerie s'équiper de câbles téléphoniques par exemple. C'est juste un détail, mais il y en a plein comme ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont fait des expérimentations avant-guerre, qui ont eu le temps dans les camps de faire des trucs, et sur l'emploi des mitrailleuses groupées, sur le guidage des canons par ballon par exemple, ou par avion, comme le colonel Esquet, etc. Et toutes ces expériences ressortent et se diffusent très vite. On analyse les choses très vite. Vous avez un réseau entre copains de promotion qui marche très bien. Moi j'avais vu, alors que la 5e armée de Lanzac monte en Belgique, donc elle est un peu en décalage par rapport aux autres qui ont déjà combattu, elle a un décalage de quelques jours, et ils reçoivent des télégrammes de ceux qui ont déjà combattu et qui font, aujourd'hui on appelle ça du retour d'expérience, en direct, et qui disent voilà ce qui se passe, voilà comment les Allemands utilisent leurs armes, voilà comment ils font, etc. Voilà les enseignements qu'on a tirés par télégramme. Et au fur et à mesure qu'ils montent vers la Belgique, ils assimilent tout ça. Vous avez des officiers du grand quartier général qui sont des officiers de liaison qui sont dans chaque armée, qui observent ce qui se passe, qui prennent des notes, et tout de suite, dès la fin du mois d'août, vous avez déjà une analyse, là aussi, de retour d'expérience qui dit voilà tous les enseignements qu'on a déjà tirés de la campagne, voilà comment il faut faire. Accessoirement, on vire 40% des généraux. En l'espace de quelques mois, de fin 1914, 40% des généraux sont limogés, donc l'expression est de l'époque, envoyés à Limoges, ce qui permet de faire monter ceux qui réussissent. Et parmi les gens qui réussissent, vous avez le colonel Pétain, vous avez le colonel Nivelle, le colonel de Grand-Maison, le général Fayolle, etc. Enfin, tous les gens qui réussissent, qui ont fait monter tout de suite. Les choses changent. Et donc, très vite, il y a une transformation interne très rapide qui s'effectue. Par exemple, dans le règlement interdisait à l'artillerie de préparer les attaques de l'infanterie. Ça peut paraître étonnant, mais on a dit, voilà, ça ne sert à rien. L'artillerie, il ne sert qu'à tirer. Au moment où les fantassins attaquent, là, on peut commencer à tirer sur l'ennemi. Mais tirer avant que l'infanterie attaque, non, c'est interdit. Bon, et ça, ce règlement, il tient 2 heures, quoi, à peu près. Il tient le temps des premières attaques, quoi. Et puis, très rapidement, les gens disent, bon, écoutez, c'est quand même mieux si on envoie des obus avant sur l'ennemi, ça nous facilitera les choses. Et le fait de mettre ensemble aussi, d'ailleurs, tous ces gens, des artilleurs, des fantassins, qui du coup ont travaillé ensemble, ça développe aussi une multitude d'innovations. Et donc ça permet, tout ça, plus des erreurs stratégiques allemandes, plus par exemple le fait que les Allemands, le grand quartier général allemand est à Luxembourg. Donc le général Moltke, qui commande l'armée allemande, est à Luxembourg. Et il commande par télégraphe.
C'est une des premières illusions technologiques qu'on puisse connaître en matière militaire. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il peut commander de loin grâce au télégraphe. Puis en fait, ça ne marche pas. Le télégraphe ne va pas aussi vite. On ne construit pas de ligne de télégraphe aussi vite que les armées progressent. Et très rapidement, ils se retrouvent aveugles. Donc, il est obligé d'envoyer un lieutenant-colonel sur place pour aller prendre des décisions et savoir ce qui se passe. Et sur place, on improvise. Alors que du côté français, Joffre, malgré ses défauts, verrouille bien la situation, a une vision, le grand quartier général français, en revanche, a une vision assez claire de la situation, commande en automobile, on va voir en automobile ce qui se passe, et on maîtrise, on commande beaucoup mieux, en l'occurrence, que les Allemands. Et donc, on gagne. On gagne, et là, survient, donc repli partiel des Allemands, et puis une bataille dite la course à la mer, où on va s'affronter en Picardie et dans le nord de la France, et jusqu'à la fin de 1914, l'hiver 1914, où le front se fige. Et là, on a quelque chose d'imprévu. De totalement imprévu, ce sont les tranchées. Alors pourquoi imprévu? Parce que, encore une fois, ça n'apparaît dans aucun règlement. J'ai jamais dit qu'il fallait constituer des tranchées. Bon. C'est une innovation spontanée. C'est-à-dire que très vite, les soldats comprennent qu'avec la puissance de feu moderne, le seul moyen d'y échapper et de survivre, c'est de creuser, c'est de s'enterrer. Que dans un trou, on risque moins qu'à l'air libre. Bon. Et donc, dès que le front se stabilise quelque part, les opérations s'arrêtent, on creuse. Spontanément, on creuse des trous individuels, puis après ces trous, on les relie ensemble, ça fait une ligne de tranchée, puis après on fait une deuxième ligne de tranchée derrière, on crée des réseaux qui permettent de communiquer entre eux, et ainsi de suite, et on crée ainsi une position, on rajoute des barbelés dès qu'on en dispose, et petit à petit on constitue ainsi un réseau de tranchées, et qui va se cristalliser tout le long du front, de la mer du Nord à la Suisse. Et ça, personne n'a vu venir ça. Et le plus étonnant, c'est que quand on commence à combattre dans ce nouveau système, eh bien ça résiste. Alors que les forts belges, par exemple, les grands forts belges bétonnés, tout ça, sont tombés relativement vite. Là, ces réseaux, ça résiste. Et là, on sait pas, on est un peu désemparé. Et face à ça, la question qui se pose côté français, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà. À la fin 1914, début 1915, qu'est-ce qu'on fait? D'un point de vue stratégique, on pourrait soit résister, enfin attendre, soit passer à l'offensive. Et c'est la deuxième option qui est choisie. D'abord, parce que les Allemands se retournent contre les Russes, et on considère qu'il faut aider les Russes. Donc il faut faire pression sur les Allemands, sur notre front. Et puis ensuite, encore une fois, parce qu'on n'imagine pas la guerre longue. Et donc, il faut y aller, quoi. Il faut gagner, encore une fois, il faut gagner rapidement, dans les mois qui viennent. Comment fait-on pour gagner dans ce nouveau contexte? Eh bien, on se dit, il faut percer, quoi. Ces lignes de tranchées, on perce, et une fois qu'on a percé ces tranchées, ces lignes, on exploite derrière, et puis tout va s'effondrer. Et donc, voilà, la victoire, c'est ça, maintenant. Et puis c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que il faut des moyens particuliers pour franchir ces réseaux de barbelés, ces lignes de tranchées, ces mitrailleuses. L'instrument premier de la défense, c'est la mitrailleuse. C'est extrêmement puissant, mais une mitrailleuse, c'est lourd. Donc on s'en sert surtout pour défendre, en réalité. Et les mitrailleuses, on en possède déjà, on peut les fabriquer assez vite. Et donc très rapidement, vous avez plein de mitrailleuses qui se développent le long du front, et ça permet de résister encore plus, de tenir, rendre ces lignes encore plus résistantes à l'assaut. Et rapidement, on se dit, donc il y a plein d'attaques qui sont menées, d'expérimentations, des expérimentations à coups d'homme, en réalité. Il faut bien comprendre que du côté français, la moitié des soldats qui tombent dans la première année de guerre. Fin 1915, ça y est, vous avez la moitié des soldats français qui vont être tués ou blessés à ce moment-là. Fin 1914, vous avez déjà juste un chiffre, et qui montre là aussi, encore une fois, l'absurdité
pouvoir distinguer, ou l'absurdité de l'image des officiers à l'arrière planqués. Vous avez un chef de corps, un colonel commandant de régiment d'infanterie sur 2 qui a été tué en 1914. Déjà 1 sur 2 a été tué dès 1914. Et l'année 1915, on est sur le front et on combat en permanence. On est en permanence sur le front et on mène des opérations de plus en plus importantes. Au fur et à mesure qu'on reçoit de l'artillerie lourde, on s'aperçoit qu'effectivement il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit sans avoir de l'artillerie lourde. Donc quelque chose pour écraser les défenses, pour neutraliser, détruire les barbelés, neutraliser les mitrailleuses. Et là, on peut attaquer, on peut foncer, on peut faire quelque chose. Tant qu'on n'a pas réussi à neutraliser tout ça par la puissance de feu, c'est suicidaire. Bon. Mais on n'a pas d'artillerie lourde, donc on lance la fabrication, c'est compliqué. Et puis on retire nos pièces lourdes qui sont dans les forteresses. Les pièces qui sont dans les forteresses, ça tire lentement. Et ça aussi, ça va avoir des conséquences. Et donc, voilà, on improvise une nouvelle forme de guerre. Pendant toute l'année 1915, on attaque, et puis l'idée qui est dans le grand quartier général français, c'est de dire, bon voilà, on va, ce que je disais tout à l'heure, en réalité, hein, c'est pour gagner, il faut percer. Il faut percer toutes les lignes de front. Et on s'aperçoit que les Allemands, et nous on va faire pareil aussi, hein, mais les Allemands créent, vous avez ce qu'on appelle une position. Une position, c'est plusieurs lignes de tranchées. Voilà, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres de profondeur. 2 kilomètres de profondeur, à peu près, maximum. Et puis, derrière, quelques kilomètres plus en arrière, vous avez une deuxième position. La même chose, des lignes de tranchées, mais qui sont plusieurs kilomètres derrière. Et on relie tout ça par des boyaux, des tranchées, etc. Toute la difficulté, c'est de s'emparer de cette deuxième position. Et donc, la première doctrine, qui s'appelle l'attaque brusquée, du côté français, c'est de se dire, voilà, on bombarde tout, pendant des jours, on bombarde, et puis après on monte à l'assaut, et on franchit la première position, on va jusqu'à la deuxième, on franchit la deuxième position, et là, après derrière, vous avez l'artillerie, vous avez les dépôts, vous avez les hôpitaux, enfin bon, toute la logistique. Et puis, une fois qu'on arrive là, on a gagné, et on lance la cavalerie, et puis on fonce, et tout s'effondre. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. La dernière attaque, en septembre 1915, en Champagne, c'est une catastrophe absolue. Ça ne marche pas du tout, c'est terrible. À ce moment-là, les pertes, il ne faut pas oublier qu'on est en permanence sur le front, il n'y a pas de permission, on est persuadé que la guerre sera courte, et vous avez des pertes absolument terribles. Vous avez 8000 officiers d'infanterie qui meurent dans l'année 1915. C'est la période la plus terrible de la guerre, c'est vraiment le début. Et peut-être encore plus cette année 1915. C'est là où Maurice Genevoix est grièvement blessé aux Éparges, par exemple. Non. Et là, fin 1915, on se dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Il faut inventer une nouvelle forme de guerre. Là, je m'aperçois que je suis allé un peu vite. Voilà. Mais il faut changer de doctrine. D'abord, on change complètement, on change les hommes, et ça va être en permanence comme ça, hein. Quand on échoue, et on va échouer tous les ans, on change les hommes, et on en fait venir de nouveaux, ceux qui proposent autre chose, parce qu'il y a un débat, il y a des débats internes, il y a des gens qui proposent des idées, donc à cette époque, il y a déjà des gens comme Pétain, comme Foch, qui proposent de faire autrement. Et à ce moment-là, à la fin 1915, vous avez des premiers craquements quand même, hein, première mutinerie, c'est 1915 en réalité. Et vous avez des gens qui disent, bon, d'abord on va gérer les choses autrement, on va ménager les hommes un peu plus, au lieu d'être en permanence sur le front, on va faire la guerre, c'est là que la guerre devient industrielle aussi, même dans la gestion des hommes, hein. On va faire le 3-8, enfin, ils n'appellent pas ça comme ça, mais ça revient un peu à ça, c'est-à-dire on fait, les soldats maintenant, ils vont sur le front, puis ils vont en arrière, ils se reposent pendant 2 semaines à peu près, et puis ils vont sur une zone calme,
du front, puis ensuite on va dans une zone un peu plus difficile, où il y a des combats, et on revient au repos, et ainsi de suite, et on tourne. Il ne faut pas imaginer qu'à partir de là, que les gens vivent constamment dans les tranchées. Hein. Ils tournent, il y a une rotation, sinon c'est pas possible de tenir. Donc il y a ça, et puis il y a une première transformation effectivement de cette armée qui s'industrialise véritablement. Dans un premier temps, toute l'année 1915, en réalité, l'infanterie par exemple a changé de visage. Le pantalon rouge c'est fini, on adopte la tenue bleu horizon, donc déjà un peu plus adapté. On est les premiers à adopter le casque. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pertes au visage, dans la tête, des choses qu'on n'avait pas prévues, beaucoup de pertes par éclat d'obus, choses qu'on n'avait pas imaginées. 60% des pertes sont, à partir du moment où les tranchées apparaissent, 60% des pertes c'est par l'artillerie. Et 20% par les grenades. Et très peu par les fusils en réalité. Et donc on adopte les casques, en fait on devient un peu comme des sapeurs, on adopte un certain nombre de choses, d'abord on creuse, on adopte les mêmes tenues, on adopte les grenades, l'arme de tranchée c'est la grenade, et on adopte, on commence à monter des petites opérations de commando, on n'appelle pas ça comme ça, mais de petites guerres avec des corps francs, etc. L'artillerie, je l'ai dit, c'est la vraie grande innovation, la grande création de l'armée française pendant la guerre, c'est l'artillerie lourde. Alors on se dit, bon, en fait non, c'est un effort absolument colossal. D'abord un effort de production, des pièces lourdes. Heureusement qu'on avait des prototypes qu'on a pu mettre mettre en service et produire industriellement. Mais surtout, il faut bien comprendre que la Première Guerre mondiale, sa grande nouveauté, c'est l'introduction de la troisième dimension dans la guerre, du ciel. On fait la guerre dans le ciel. C'était jamais fait jusqu'à présent. Hein. Il y a quelques ballons qui se baladaient, mais c'est tout. Hein. Là, maintenant, on fait la guerre dans le ciel. Et les premières choses qui vont dans le ciel, ce sont des obus. Et pour la première fois, on va tirer à 10, 20, 30 km. Les Allemands tireront jusqu'à plus de 100 km. Bon, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Quoi. Comment fait-on pour envoyer un obus précisément à 10 km? Tout est à inventer en la matière. Donc on va faire des progrès considérables dans tous les calculs. Tous les normaliens sont de l'artillerie à ce moment-là. Ça aide. Et donc on fait des progrès considérables en termes d'aérologie, en termes de météorologie, de calcul de balistique, de calcul de poudre. Et puis ensuite on envoie des avions pour observer, parce que la clé c'est d'observer. Puis on se dit tiens, on va peut-être pouvoir mettre des radios sur ces avions. Et voilà, la moitié des avions qui volent dans le ciel, ils servent à faire du renseignement. Et la plupart servent à guider les obus. Donc ils sont dans le ciel, ils regardent où tombent les obus, et ils envoient des observations. Et c'est ainsi que, petit à petit, on crée tout un système absolument très impressionnant, qui est l'artillerie lourde française, et tous les autres pays, hein, mais la plus puissante étant celle de l'Allemagne. Mais c'est là qu'on innove en réalité le plus, avec l'aéronautique. Et deuxième élément de la guerre dans la troisième dimension, c'est l'aviation. L'aviation, c'est aussi largement, une invention spontanée. La chasse aérienne, c'est une invention totalement spontanée. Comment ça marche? C'est au début, tous les avions tous les pilotes sont des observateurs, donc ils servent, alors c'est utile, hein, c'est en partie ce qui a permis de gagner la bataille, de voir comment les Allemands progressaient avant la bataille de la Marne. Mais ces pilotes, ils partent, ils commencent, ils s'équipent, hein, ils ont un pistolet, un fusil, alors généralement ils sont souvent deux, un observateur, un pilote, et ils s'arment au cas où ils seraient obligés de se poser derrière les lignes ennemies. Et puis ensuite, quand ils commencent à rencontrer des avions ennemis, on commence à leur tirer dessus. Puis on commence à bricoler, des gens qui commencent à bricoler des mitrailleuses, qui amènent des mitrailleuses avec eux, des mitrailleuses légères. Et puis en octobre 1914, la première victoire aérienne, c'est des observateurs, un sergent et un caporal, dont un qui est debout sur l'avion et qui réussit à abattre un avion d'observation allemand. C'est la première victoire aérienne véritable de la guerre. C'est une improvisation totale. On commence aussi, ces mêmes observateurs, ils prennent avec eux des briques
Puis ils les balancent, ils en profitent pour les balancer sur les Allemands. Et puis après, ils prennent des obus, ils balancent les obus à la main sur les Allemands, des fléchettes. Après, on commence à fabriquer des grosses fléchettes. On tue un général allemand comme ça, avec une fléchette qui tombe dessus. Et puis petit à petit, on commence à organiser tout ça. Donc le commandant Barès, qui est au grand quartier général de Pétain, dit, voilà, on va organiser maintenant l'aviation, on va faire une aviation de bombardement. Quand le front se fige, que ça ne bouge plus, et puis on se dit, on va frapper derrière, on va frapper les usines. Bon, et donc on va utiliser les avions pour ça. Bon, et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien en réalité. D'abord, les avions de l'époque peuvent porter très peu de bombes, puis ensuite ils sont très vulnérables sur place avec ces gros avions qui apportent les bombes, les bombardiers. Ils sont très vulnérables aux premiers avions de chasse qui apparaissent à ce moment-là. Et donc on arrête assez rapidement de faire du bombardement. Mais on a déjà toutes les composantes de l'aviation moderne qui sont créées en l'espace de quelques mois en 1915. Et donc on arrive à cette crise que j'évoquais. 1915, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il faut changer de méthode. Et en gros, vous avez deux lignes. Celle de Pétain qui dit, il faut arrêter de chercher à percer. C'est trop dur, c'est trop compliqué. On peut s'emparer de la première position ennemie. On peut frapper avec l'artillerie, dans la foulée, on peut s'en emparer. Bon. Toute la difficulté, c'est après. Frapper par l'artillerie la deuxième position, qui est plusieurs kilomètres en arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est beaucoup moins touchée. Et ensuite, surtout, c'est que l'infanterie, quand elle s'est emparée de la première position, elle a subi des pertes, beaucoup de pertes, elle est largement désorganisée. Et lorsqu'ils arrivent sur la deuxième position, ils se font... c'est là qu'ils se font massacrer, le plus souvent, parce que ils sont complètement désorganisés. Donc, Pétain dit, il faut arrêter ça. Au lieu de chercher à percer à tout prix, il faut attaquer les premières positions, simplement. Là, tout le long du front, on attaque plusieurs fois les premières positions. C'est plus long, c'est plus méthodique, mais c'est plus sûr. Ça économise des vies, au passage. Et puis, comme ça, on va ébranler tout le front. Bon, le problème, c'est que c'est long, ça ne plaît pas. Et de l'autre côté, vous avez Foch, qui a une autre vision, qui dit c'est pas compliqué, on écrase la première position sous l'artillerie, on s'en empare avec l'infanterie, l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe, et puis une fois qu'on s'est emparé de la première position, on fait bouger toute notre artillerie, on l'avance comme ça, et on prépare une deuxième bataille sur la deuxième position. Et une fois que tout est prêt, on refait la même chose sur la deuxième position, on matraque la deuxième position ennemie, et puis on s'en empare, et ainsi de suite. Bon, c'est ce qu'on appelle la conduite scientifique de la bataille. Ce sont des polytechniciens qui sont plutôt à la manœuvre, Foch, Fayolle. Et c'est la ligne qui est adoptée et qui sera mise en œuvre, sur la Somme. Mais sur la Somme, c'est à partir de l'été 1916. Avant, vous avez la bataille de Verdun. C'est-à-dire que du côté allemand, on se pose aussi les mêmes questions. Après avoir passé l'année 1915 à essayer de vaincre l'armée russe, les Allemands reviennent du côté français et disent on va essayer le plan du général Falkenhayn, donc nouveau général chef d'état-major, c'est de dire on va écraser l'armée française. Et donc on va lancer une offensive du côté de Verdun avec des moyens très importants, notamment des moyens d'artillerie très importants, parce nous, Allemands, nous avons une supériorité considérable en la matière. Et comme les Français, ils ne vont pas lâcher Verdun, ils vont s'y accrocher, ils seront obligés de livrer une bataille dans des conditions très défavorables, et là on pourra les massacrer, tout simplement. Saigner à blanc l'armée française. C'est le niveau zéro en matière de stratégie, très clairement. Mais voilà, c'est la vision allemande des choses. Et effectivement, en février, la bataille est lancée, c'est une surprise, c'est-à-dire qu'il y a une préparation d'artillerie allemande très brutale, très puissante, mais très, très rapide, parce que les Allemands ont des pièces modernes qui tirent très vite, contrairement à nous. Et donc ils peuvent très vite monter une attaque, une préparation d'artillerie en quelques heures, là où nous faut des jours, il faut plusieurs jours pour monter une préparation d'artillerie avant d'attaquer. Ce qui évidemment exclut toute surprise de notre côté, mais pas du côté des Allemands. Donc les Allemands attaquent du côté de Verdun, et puis là commence une
bataille de Verdun, une bataille absolument gigantesque, qui va durer des mois, dans laquelle tomberont 340 000 Allemands et 380 000 Français, tués, blessés, disparus, prisonniers, etc. Et en fait, les Français résistent sous le commandement, d'abord du général Castelnau qui organise les choses, puis ensuite sous le commandement du général Pétain, qui organise tout un système de... Pétain, c'est un excellent organisateur, et donc c'est lui qui met en place un système de rotation à Verdun, là où les Allemands restent en permanence. Les Allemands, ils restent en permanence sur le front à Verdun, hein, alors que les Français font en général des séjours de 2 semaines. On organise la logistique, c'est le dessin, vous voyez, c'est la voie sacrée. Voie sacrée, c'est une des premières manifestations d'une des supériorités françaises, c'est le camion. Le camion, ce sera un des instruments de la victoire. Nous avons, en France, nous avons une industrie automobile très performante, qui est à ce moment-là qui est la plus performante du monde, avec des entreprises comme Renault notamment, mais pas que. Et donc tout ce qui est en moteur, nous sommes très performants en France. Et ça va être un élément essentiel de la victoire. Et parmi ces éléments, on a les camions. Il est très difficile de ravitailler par voie ferrée la zone de Verdun. Le ravitaillement, la logistique se fait normalement par voie ferrée, hein, soit les grandes lignes, puis après des petites lignes qu'on met en place, un petit réseau qu'on met en place jusqu'aux premières positions, enfin jusqu'aux deuxièmes positions plutôt. Et là, c'est très difficile à Verdun. Donc on remplace par des camions, c'est-à-dire vous avez une noria de camions en permanence, jour et nuit, qui sont sur la route et qui font des allers-retours sur la route tout le temps. Et qui apportent les hommes, qui ramènent les hommes, qui apportent la logistique, etc., etc. Ça permet effectivement de tenir. Vous avez à Verdun, vous avez d'autres innovations, vous avez l'apparition des premiers groupes de chasse. Les Allemands inventent la notion de suprématie aérienne, c'est-à-dire qu'ils envoient à Verdun leurs meilleurs avions de chasse, notamment ce qu'on appelle les Fléau-Fokker, hein. Ce sont des avions les premiers à pouvoir tirer à travers les Lys. Avec cette idée de neutraliser, de balayer du ciel tous les avions d'observation d'artillerie français. Donc on concentre des chasseurs, on chasse les avions d'observation, et s'il n'y a plus d'avions d'observation de l'artillerie, l'artillerie est aveugle. Si l'artillerie française ne sait plus où elle envoie les obus, eh bien elle ne sert plus à rien, quoi, véritablement, quoi. Et si l'artillerie française ne sert plus à rien, la bataille est perdue. Et donc on relève le défi, et on crée nous aussi un premier groupe de chasse français sous le commandement du commandant de Rose, où on réunit tous les as de la chasse française, les meilleurs avions, et on relève le défi, puis finalement on l'emporte et on gagne cette bataille aérienne. Bon. Et donc voilà, l'armement, le visage aussi de l'infanterie commence à évoluer une deuxième fois. Première fois, je l'ai dit, c'est on s'adapte aux tranchées, on fait un peu comme les sapeurs. Là, l'infanterie moderne apparaît à partir de 1916. C'est-à-dire qu'on voit apparaître de nouveaux armements, des fusils mitrailleurs. Par exemple, donc ce sont des fusils, ce sont des mitrailleuses légères en fait, qu'on peut transporter. C'est ça, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que le fantassin puisse porter de la puissance de feu. S'il porte de la puissance de feu, il peut neutraliser les mitrailleuses et donc il peut avancer, c'est ça le truc. Sinon il est impuissant. Donc on le dote de fusils mitrailleurs, donc il augmente sa puissance de feu, de fusils qui lancent des grenades, on adopte des armes d'appui, des canons légers de 37 mm qui envoient des obus en tir direct contre les positions de mitrailleuses. Et donc on crée, on spécialise les fantassins aussi. Ça c'est un élément extrêmement important, notamment du point de vue psychologique. Je l'ai dit, tous les fantassins en 1914 sont pareils. Tous les fantassins, à partir de 1916, tous les fantassins sont différents. Et ça, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup au groupe de combat tel que celui que j'ai pu commander moi, au début de ma carrière. Avec, vous avez des gens au fusil mitrailleur, des gens qui viennent apporter des munitions, des gens qui lancent des grenades à fusil, d'autres qui lancent des grenades à main. Et il faut protéger ces gens-là. Et donc vous avez une spécialisation des fantassins. Et à partir de 1917, vous allez même avoir une innovation majeure qui est le chef de groupe d'infanterie. Je vais y revenir. Mais, alors pourquoi c'est une importance psychologique? Parce que
Et on s'en a été aperçu dès 1914. On se disait, tiens, les artilleurs résistent mieux au stress, à la peur, que les fantassins, globalement. Et on s'est aperçu que c'était aussi parce qu'ils étaient un artilleur, ils sont interdépendants. Ils ont chacun un rôle bien précis. Et s'il y en a un qui ne fait pas le boulot, ben il met en danger tout le monde. Et lui-même aussi, d'ailleurs. Alors que du côté fantassin, vous avez 40 soldats identiques. Il y en a un qui se met un peu en retrait, qui fait un peu semblant de tirer. Bon, bah, ça ne change pas grand-chose, quoi. Et donc, globalement, ça incite. Tout le monde est plutôt incité à faire moins que prévu, quoi. C'est comme ça qu'on a, il faut des milliers de cartouches pour toucher un soldat ennemi. Et en revanche, quand l'infanterie se spécialise, que chacun a un rôle et que tout le monde devient interdépendant, ben, c'est le même processus que pour les artilleurs qui se met en place. On est obligé de tenir les uns pour les autres et voilà, quand il faut y aller, quoi. Il faut y aller, sinon on met en danger tout le monde et soi-même. Voilà, et donc tout ça, ça se met en place sous le commandement d'un chef de groupe, d'un sergent. Ça, c'est une innovation majeure. Quand on pense aux innovations, on pense aux innovations techniques, souvent, mais la plupart ne sont pas techniques. Et l'idée du sergent chef de groupe, c'est d'abord un changement de regard. On se dit, tiens, finalement, ce sergent, ce jeune sous-officier d'une vingtaine d'années, il peut prendre des décisions tactiques. Jusque-là, il servait surtout à vérifier que la discipline était appliquée, que les ordres étaient appliqués. Là, lui, il doit donner des ordres tactiques. Et donc, on lui donne une cellule d'une dizaine d'hommes, et on lui dit, voilà, tu es le chef de cette cellule. Et au passage, ça résout un problème tactique qui était vieux de 50 ans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, depuis qu'on a inventé, à partir des années 1850, on invente des armes, des fusils qui tirent 4 fois plus loin qu'avant. Sous Napoléon, on tire à 100 mètres. Se tire dessus à 100 mètres, ça fait de la fumée. Et puis on a le temps d'aller de foncer sur l'ennemi avec la baïonnette avant qu'il ait le temps de recharger. Bon. À partir de 1850, on passe à 400 mètres. Et là, bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, vous n'avez pas le temps d'aller sur l'ennemi, quoi. Enfin, vous faites tirer plusieurs fois dessus avant d'arriver sur l'ennemi. Donc c'est compliqué. Et puis en plus, après, il n'y a plus de fumée. Bon. Et alors comment on fait? Et ça, c'est le problème tactique qui se pose à ce moment-là. Soit on se disperse. On disperse complètement les hommes et là effectivement on a moins de pertes, on s'adapte mieux au terrain, mais il ne se passe rien. Au bout d'un moment il ne se passe rien parce que tout le monde est planqué, tout le monde est posté et puis voilà, bon, on ne s'empare pas d'une position, enfin, bon, ça ne bouge pas, quoi. Soit on reste groupé et on y va comme à Solferino, et alors là pour le coup il y a des résultats, on gagne les combats, les batailles, mais c'est terriblement meurtrier, quoi. Bon, et donc on ne sait pas comment faire. Et là, en fait, c'était la solution, c'était entre les deux. Et donc d'avoir des cellules autonomes commandées par les sous-officiers. Et donc ça, c'est une révolution en termes de combat. Bon. Et donc vous avez cette transformation des armées au début de 1916, Verdun d'abord, et puis ensuite la Somme. Donc la Somme, je l'ai dit, c'est, voilà, on va multiplier les batailles. Il y a deux positions, ben, il y aura deux batailles différentes, successives. Mais au bout du compte, on cherche à percer, quoi. Et donc, 1er juillet, en préparation d'artillerie, elle dure 6 jours. Pendant 6 jours, on matraque les positions allemandes. Ce qui veut dire, encore une fois, pas de surprise, hein. C'est au bout de 6 jours de bombardement, vous avez à peu près compris où vous allez attaquer, quoi. Et donc, les Allemands ont le temps d'envoyer des renforts. Attaque franco-britannique. Il y a une armée française et 2 armées britanniques. C'est un massacre du côté britannique. C'est le 1er juillet 1916, les Britanniques ont 20 000 morts dans cette bataille. C'est une catastrophe parce que c'est une jeune armée. C'est une jeune armée. Beaucoup ils sont comme les Français. La bataille des frontières, ils découvrent la guerre et ça se paye très cher généralement. Bon. Et la 6e armée de Fayolle, elle, ça se passe beaucoup mieux. Plutôt au sud de la Somme. Mais en fait, ça ne marche pas non plus. Globalement, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est très lent, c'est très méthodique. Je l'ai dit, une fois on s'empare la première position, bon, puis après il faut déplacer toute l'artillerie, tous les millions d'obus, il faut tout remettre en place, il faut préparer les tirs, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps. Et on s'aperçoit que ça prend plus de temps que les Allemands fabriquent des lignes de défense.
Donc c'est compliqué si on veut percer, et en réalité on ne perce pas, quoi. Donc on va rester jusqu'au mois d'octobre, comme ça, à essayer d'avancer, on va avancer de quelques kilomètres, ça va coûter très cher, et finalement non, on ne va pas percer. Donc c'est un échec. Fin 1916, c'est un échec. Et donc Foch est un peu mis à l'écart à ce moment-là, le gouvernement d'ailleurs en profite pour reprendre un peu la main sur les militaires et essayer d'écarter Joffre, qu'il nomme maréchal. Donc on crée un poste de conseiller du gouvernement, que Joffre refuse. Mais voilà, la question se pose maintenant, qui pour remplacer Joffre comme général en chef? Et puis là on regarde du côté de Verdun. Parce que Pétain n'a commandé que jusqu'au mois d'avril, Verdun. Après, il est passé à l'échelon supérieur, il a commandé le groupe d'armées de toute la région, mais celui qui mène la bataille ensuite et qui la gagne, c'est le général Nivelle. Artilleur, brillant artilleur, qui développe de nouvelles méthodes de combat sur Verdun, notamment c'est lui qui applique le premier en grand, les barrages roulants. Le barrage roulant, c'est vous envoyez des obus devant les fantassins, 100 mètres devant les fantassins, enfin, pas forcément 100 mètres, ouais. Vous envoyez devant les fantassins à l'attaque, vous envoyez des obus, voilà, une ligne d'obus, et puis toutes les 3 minutes, cette ligne d'obus avance, de 100 mètres, enfin un bond de 100 mètres, là, et ainsi de suite. Voilà. Et les fantassins sont derrière, et avancent derrière ces lignes d'obus, qui les protègent, enfin qui les camouflent avec la poussière, la fumée, tout ça, ça les camoufle, la progresse, et surtout, l'idée c'est que lorsque les obus tombent sur les positions allemandes, lorsque les obus tombent sur une position, vous n'avez pas de 36 solutions. Soit vous êtes dehors et vous faites massacrer, soit vous êtes dans les abris. Et vous attendez que les obus passent, puis après vous allez vous mettre en position de défense. Et donc tout le truc, c'est d'arriver tout de suite après les obus. Et donc vous avez les fantassins qui collent comme ça aux obus, les fantassins français qui collent aux obus français, qui avancent. Et puis dès qu'ils font un bond, hop, on saute sur les tranchées, sur les positions ennemies, et généralement on s'en empare assez facilement. Et donc c'est des méthodes comme ça que Nivelle met au point à Verdun, et c'est un grand communicant, il sait très bien se vendre, et finalement on se dit tiens, pas mal, Nivelle pas mal. Et puis, côté politique aussi, c'est une importance, vous avez toute la hiérarchie militaire. Donc vous aviez Joffre, qui a été écarté. Ensuite, vous avez les généraux qui commandent des groupes d'armées. Donc, un groupe d'armées, c'est presque 1 million d'hommes. Donc vous avez Pétain, qui est quand même, là aussi, un peu le candidat naturel. C'est quand même lui le meilleur, et c'est lui qui a le mieux compris comment faire. Bon. Et puis vous avez les généraux qui commandent, il y a une dizaine d'armées françaises à ce moment-là. Bon. Et on choisit le plus jeune des généraux d'armée. Nivelle, qui vient juste de passer général d'armée. Et c'est aussi dans l'espoir, de la part du gouvernement, de pouvoir mieux le contrôler que n'avait pu le faire avec Joffre. Et ça va s'avérer en réalité catastrophique. Et donc on est fin 1916, début 1917, nouveau plan, et là, Nivelle dit, écoutez, ce qu'on n'a pas réussi à faire en 1915, moi je suis capable de le faire en 1917, avec des moyens modernes. Donc on va revenir à l'attaque brusquée, donc on va arriver là, cette fois on va pouvoir percer d'un seul coup. Parce qu'on a de l'artillerie moderne, parce qu'on a des chars, je vais en parler tout à l'heure, parce que voilà, maintenant on a de nouvelles méthodes, donc là on est capable de le faire. Et donc il monte son projet d'attaque à l'ouest, c'est quoi, entre Soissons et Reims, enfin, et plus sur 40 km, plus particulièrement sur le chemin des Dames qui en fait 25. Et il dit voilà, là on va percer. Deux armées vont s'engager, il y a une troisième qui va être derrière, qui va exploiter, et là je vous dis qu'on va y arriver. Et donc on se prépare longuement, et tout le monde est persuadé il réussit à persuader tout le monde que ça va marcher. Et en plus il dit bon écoutez, on va pas faire comme sur la Somme, si ça marche pas, moi j'arrête. Bon, ok. Et puis en avril on lance l'offensive, ça marche pas. Pour un certain nombre de raisons. Des raisons conjoncturelles, il pleut, et les opérations de l'époque sont très dépendantes de la météo, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à cause de l'aviation d'artillerie. Et donc il pleut pendant une semaine, juste avant l'attaque, c'est-à-dire au moment où on fait la préparation d'artillerie. Et donc les avions ont du mal à voler, donc le guidage se fait difficilement, les obus tombent dans de la boue et ça fait beaucoup moins d'effet, et donc la préparation d'artillerie est ratée.
Mais bon, on y va quand même. Et là, c'est deuxième élément, les Allemands se sont organisés aussi différemment. Ils ont compris que tenir les premières positions, c'était compliqué, donc ils ont reporté toute leur défense sur la deuxième position, qu'ils ont renforcée. Et la première position, elle sert juste à désorganiser un peu l'ennemi. Et puis, autre élément important, c'est que ces deuxièmes positions, ils les ont fortifiées, ce qu'on appelle la ligne Hindenburg. En réalité, c'est plusieurs séries de lignes, et tout ça, c'est verrouillé, c'est bétonné, et c'est extrêmement difficile. Et donc, on va monter l'assaut là-dessus, on se casse les dents, ça marche pas, les pertes sont terribles, et on t'arrête. Et la deuxième erreur, l'erreur de Nivelle, c'est de dire, quelques jours plus tard, comme les Britanniques, eux, continuent leur attaque de leur côté et demandent à ce qu'on les aide, de relancer l'attaque. Et là, les soldats qui sont devenus de vrais professionnels, qui savent ce qu'on leur demande, ils disent non, cette fois ça ne marche pas. D'abord, on est extrêmement déçus parce qu'on pensait que c'était la fin. Puis non, c'est pas la fin. Et puis en plus, on redemande de faire un truc dont on sait que ça ne va pas marcher. Et donc là, c'est le début des mutineries, qui sont en réalité plus des grèves. Des grèves que des mutineries. Les soldats ne refusent pas de combattre, ils refusent de combattre stupidement, quoi. Entre autres. Et Nivelle est remplacé en mai par Pétain, qui va commencer par gérer cette affaire. Je passe rapidement, sinon je vais être court, sur alors effectivement les chars. Alors juste un élément, c'est comprendre pour la naissance des chars. Premièrement, c'est le rôle d'un homme, colonel Estienne, qui un grand innovateur, un grand inventeur, qui vient en janvier 1915 avec un projet en disant voilà, je pense qu'on peut faire un truc avec des chenilles, blindé avec des chenilles qui va servir à transporter des soldats à travers les barbelés, et puis comme ça on peut attaquer les mitrailleuses ennemies. Bon, on lui dit ok. Et là où c'est quand même assez fort, je trouve, c'est que entre le moment où où on approuve son projet et le moment où il y a la première unité de chars constituée, alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucune industrie, il n'y a rien, il se passe 10 mois. 10 mois. Nous, pour concevoir un nouvel engin, il faut 10 ans à peu près maintenant. Bon. Et puis, comme on est quand même français et qu'il y a quand même l'administration, le ministère de la Guerre coince un peu de ce projet qui vient du Grand Quartier Général, et donc il développe aussi son propre projet de char, donc il y a une redondance complète. C'est le Saint-Chamond, donc c'est pour ça que vous avez deux chars simultanés qui arrivent en même temps. Saint-Chamond, qui est une merveille technique, ce détail près qu'il ne peut pas rouler parce que son châssis, ses chenilles sont beaucoup trop petites. Mais voilà, premier emploi de cet engin, c'est cette offensive Nivelle, et c'est à Berry-au-Bac, notamment, où c'est une catastrophe absolue, où ça ne marche pas, où la moitié des chars, enfin une bonne partie déjà ne tombe en panne, et la moitié de ceux qui vont à l'attaque sont détruits, et la plupart même brûlent. Donc ça ne marche pas du tout, c'est une catastrophe. Et donc, je l'ai dit, remplacement de commandement par Nivelle. Nivelle dit, il applique sa doctrine, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais il applique sa doctrine, il dit voilà, écoutez, on arrête les opérations. Il dit voilà, moi j'attends les Américains et les chars. En avril 17. Pardon ? Des nivelles. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit Nivelle, c'est Pétain. Oui, non, bien sûr, pardon. Oui, Pétain dit moi j'attends les Américains et les chars. Avril 1917, les Américains entrent en guerre. Bon, et on sait qu'ils n'ont pas d'armée, donc ça va prendre un peu de temps, mais on sait qu'ils vont venir, quoi. Et donc, les chars, on compte sur l'industrie. Et donc, il arrête les opérations. Il transforme aussi les conditions de vie du soldat. Enfin, mais il arrête les opérations. Et il y a juste quelques opérations qui seront menées, notamment à la Malmaison, c'est sur le chemin des Dames aussi. Et là, l'idée, c'est de mettre tellement de moyens, notamment de puissance de feu, d'artillerie. Ce sont les soviétiques qui battront, on sera dépassé par les soviétiques en 1943, la bataille de Malmaison, en termes de puissance d'artillerie. Donc on doit lancer l'équivalent d'une bombe atomique, je pense, sur les Allemands, en termes d'artillerie. Alors forcément, ça marche. Et on s'empare de cette position. Mais on ne perce pas, on ne cherche pas à aller plus loin, c'est la doctrine Pétain, on ne cherche pas à percer. Mais c'est une victoire. L'idée première, c'était de donner une victoire aux Français, qui n'avaient pas eu beaucoup. Et donc, il fait une autre opération du même style à Verdun, la Malmaison, il donne des victoires aux Français. Bon. Et en même temps, voilà, on se réorganise, on se prépare, on arrête. L'année 1917,
c'est l'année du chemin des dames, mais c'est aussi l'année, globalement, la moins meurtrière pour les Français de la guerre. Et c'est d'ailleurs quand vous faites le bilan des pertes mois par mois, vous apercevez qu'elles diminuent en permanence. Parce que, voilà, on s'adapte, alors que les moyens, j'allais dire, les machines à tuer des Français augmentent, elles, en nombre. Bah non, parce qu'on s'adapte, on change, cette armée se transforme encore une fois. Et même 1916, l'année de Verdun à la Somme, ben on a moins de pertes qu'en 1915 ou en 1914. Et en 1917, on a encore moins. Parce que là aussi, Pétain attend, reconstitue l'armée, reconstitue ses forces et joue à fond sur l'industrie. Grande force, et c'était pas attendu, hein, l'industrie française tourne à plein rendement. Elle produit pratiquement autant que l'industrie allemande, alors que au départ c'est pas du tout gagné, qu'en plus les régions industrielles sont occupées par les Allemands, mais on réussit à s'organiser, et avec l'aide économique américaine, ça aide. Pas l'industrie de guerre, il n'y a pas d'industrie de guerre américaine. Hein. L'arsenal des nations, c'est la France. La France va fabriquer, par exemple, va fournir 10 000 avions à ses alliés, par exemple, pour donner un chiffre. Et dans ce deuxième semestre 1917, on fabrique autant que pendant tout le reste de la guerre. Et on fabrique des machines. La première armée de renfort avant les Américains, c'est les machines. Et c'est les travailleurs aussi, on l'oublie souvent, mais il y a 1 million de travailleurs étrangers qui viennent en France. Beaucoup de Chinois notamment, qui viennent travailler en France. Bon. Mais on fabrique des machines. On fabrique surtout des machines à moteur. Il y a une deuxième génération de chars qu'on lance, qui apparaîtra en mai 1918. Et on fabrique autant d'avions que les Allemands. Mais comme on a des troupes moins nombreuses, c'est-à-dire qu'on a une densité technique qui est très supérieure, on fabrique des automitrailleuses, on a 80 000 camions, c'est-à-dire on a plus de camions que toutes les armées du monde réunies, etc., etc. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on peut créer une véritable armée mobile, chose que les autres n'ont pas, notamment les Allemands. Les Allemands restent encore très classiques, ils ont de l'artillerie tirée par des chevaux et des fantassins, point. Côté, nous, Français, on a une division aérienne. On aura en 1918, mais on commence à la constituer, une division aérienne avec 600 avions, 600 avions, bombardiers, chasseurs, et on crée des aérodromes tout le long du front. Et on est capable de déplacer ces 600 avions en 48 heures sur n'importe quel point du front, pratiquement. On a des bataillons de chars, le FT-17, il sera transportable par camion. On a de l'artillerie motorisée, on manque de chevaux, on manque de cheval, enfin, il n'y a pas assez de chevaux. Et on se dit, par contre, on a les camions. Donc on se dit, tiens, on va les remplacer par les camions. On s'aperçoit que ça marche. Et on va constituer 37 régiments de 75 tirés par des camions motorisés. Voilà. Vous avez 1000 batteries qui ne sont plus tirées par des chevaux en 1918. Et donc, cette artillerie est très mobile. Donc on peut la déplacer le long du front. Et donc, l'idée, c'est ça. Même les corps de cavalerie, avec des automitrailleuses, sont devenus très mobiles aussi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des unités, comme ça, qu'on est capable de déplacer très vite le long du front. C'est pas percé. On n'est pas capable à ce moment-là, même les chars, ils vont à 4 km/h et ils ont une autonomie de 8 heures. Hein. Donc ils combattent une journée, c'est terminé. Quoi. Et à 4 km/h, les officiers commandent à pied, les unités de chars à l'époque. Donc c'est pas ça, c'est pas des panzers, hein, ça ne va pas faire des percées. Mais on peut, et c'est ça la doctrine Pétain, c'est se déplacer tout le long du front très vite et de pouvoir renforcer très vite n'importe quel point du front. Et c'est ce qui va finalement nous sauver. Arrive la dernière année, je passe rapidement, mais d'un point de vue stratégique, l'équation est simple. Printemps 1918, la Russie s'effondre. En mars, signe le traité de Brest-Litovsk. Ça permet aux Allemands de rapatrier mais une grande partie des forces qu'ils avaient à l'est, de rapatrier à l'ouest, et donc d'avoir une supériorité numérique pendant quelques mois, le temps que les Américains, qui mettent beaucoup de temps à venir, ne constituent eux-mêmes une armée importante. En gros, ils ont jusqu'au mois de juillet, août, ils auront une supériorité, les Allemands auront une supériorité à peu près jusqu'au mois de juillet et août. Bon. Et donc, ils décident de l'utiliser pour essayer d'emporter la victoire avant l'arrivée massive des Américains. Et en plus, donc, ils sont plus nombreux que les Français, les Britanniques, les Belges et les autres alliés. Et ils ont développé, eux, des méthodes d'assaut qui permettent de percer. Ils arrivent à percer le front, avec des divisions d'assaut, des unités spécialisées, de nouvelles méthodes d'emploi de l'artillerie. Bon, je passe sur les détails, mais eux réussissent, savent qu'ils peuvent percer le front.
Et donc ils développent cette puissance contre les Britanniques d'abord. Donc ça, ce sont toutes les offensives allemandes. Donc vous avez du mois de mars du 21 mars jusqu'au 15 juillet, vous avez toute une série d'offensives allemandes. Donc ils essaient de percer, et donc ils attaquent d'abord les Britanniques. C'est ce qui est en jaune sur le dessin, hein. C'est en Picardie. Première attaque, Picardie. Et là, grosse surprise, effectivement, ils percent, on n'avait jamais vu ça. Ils percent le front britannique. Et deuxième surprise, les Français arrivent très vite. Et donc les réserves que j'évoquais, toutes ces unités mobiles arrivent et finalement contre l'offensive allemande. Comme la situation est assez chaude aussi, c'est à ce moment-là qu'on se met en place un commandement commun, enfin, et qui est confié au général Foch. Et donc en mars, ils attaquent en Picardie, ils sont finalement contrés. Vous avez 2 armées françaises qui sont engagées et qui arrivent un peu en catastrophe à sauver la situation. En avril, ils attaquent dans les Flandres. Et là, pareil, vous avez une nouvelle armée française qui intervient et qui contribue, avec la résistance britannique quand même, à stopper l'offensive allemande. Et donc le plan allemand qui était de vaincre le corps expéditionnaire britannique en premier échoue. Et là, vous avez au nord de l'Oise, vous avez 4 armées françaises qui sont quand même réunies, qui ont été déployées très vite dans toute cette région. Et donc les Allemands disent, bon ben voilà, en fait on ne peut rien faire tant qu'on n'aura pas détruit ces réserves françaises. Il faut user ces réserves françaises et après on pourra enfin attaquer les Britanniques. Et donc ils décident d'attaquer les Français. Donc ça c'est l'attaque sur l'Aisne, donc c'est la région, c'est le Mauve. Le 27 mai, ils réussissent, ils percent à nouveau, avec de grosses erreurs d'ailleurs tactiques françaises, grosse responsabilité du général qui commande sur place, le général Duchesne. Ils percent, et là c'est un peu un succès inattendu d'ailleurs pour les Allemands. C'était pas leur but, hein. Leur but c'était d'attirer, de faire venir toutes les réserves qui étaient en Picardie et dans les Flandres, de les faire venir en Champagne. En se disant, une fois que c'est en Champagne, on revient dans les Flandres et puis là on attaque à nouveau les Britanniques. Or, ils réussissent pas. Ils réussissent pas à attirer complètement les réserves. En revanche, ils percent. Et Lunador se dit, finalement on continue. Et puis on va jusqu'à la Marne. Et puis les choses s'arrêtent sur la Marne. Et en fait, il est plutôt embêté d'ailleurs par cette victoire, cette percée, parce que ça fait une poche. C'est une poche comme ça autour de Soissons, qui est vulnérable. Et donc il s'est dit, on va, avant d'attaquer les Britanniques, on va lancer encore une attaque. Donc c'est l'attaque au nord de Compiègne. C'est entre les zones, la poche jaune et la poche mauve. Donc c'est l'attaque sur Metz. Là ça marche moins bien. Les Français commencent à déceler les attaques maintenant avant qu'elles n'arrivent, à se préparer, à mettre en place des réserves. Elle est stoppée, cette attaque est aussi stoppée par une contre-attaque blindée de Mongin. Et ça ne marche pas. Et là, les Allemands disent, il faut en finir une bonne fois pour toutes avec les Français, avec ces fameuses réserves françaises. Il faut les attirer vraiment. Et on va attaquer du côté de Reims, autour de Reims. Donc c'est la dernière offensive allemande, le 15 juillet. Ils attaquent, ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, c'est stoppé, mais en plus il y a une contre-attaque française derrière qui part de Villers-Cotterêts et qui attaque par l'ouest. Et là c'est le début, l'initiative change de camp complètement. Et à partir de ce moment-là, les Allemands ne seront plus capables de monter des attaques, c'est trop long ce qu'ils font, et les Alliés vont multiplier les attaques. Donc cette première, je l'ai dit, c'est d'abord les Français, la contre-attaque c'est le 18 juillet, c'est la poche de Soissons, c'est le numéro 1. Et puis, grande surprise des Allemands, en août, le 8 août, on attaque du côté de Montdidier, britanniques et français, et après ça continue, et ainsi de suite, et les Allemands craquent, et sont obligés d'évacuer toutes les zones qu'ils avaient conquises et de se réfugier sur la ligne Hindenburg. Donc cette fameuse ligne de défense qui avait résisté pendant tout 1917. Mais là, et c'est la grande surprise, c'est que dans la foulée, les Alliés attaquent la ligne Hindenburg. Et s'en empare en 2 semaines. Cette ligne qui avait résisté pendant 1 an, s'en empare pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on s'en empare. Et là, c'est fini. C'est foutu pour les Allemands, c'est terminé. Ils comprennent qu'il n'y a plus aucun espoir. Leur économie s'est complètement effondrée. Les Allemands eux-mêmes sont affamés. La ration alimentaire quotidienne moyenne pour un Allemand, c'est 1000 calories à ce moment-là.
Ils ont perdu leurs meilleures troupes dans les offensives. Ils ont perdu la ligne d'Hindenburg. Et là, ils essaient de freiner, de gagner du temps, en ravageant d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils détruisent une grande partie de tous les départements qu'ils occupaient. Mais le moral s'effrite considérablement du côté allemand. Vous avez commencé à avoir des centaines de milliers de déserteurs. Et l'armée allemande est en train de se désagréger à très grande vitesse à ce moment-là. Et c'est fin du mois d'octobre, Ludendorff, qui est le général Ludendorff qui commande l'armée allemande, à ce moment-là se dit, bon, ben, il faut, son objectif à ce moment-là, c'est de sauver l'armée allemande, et de sauver son image. Donc il dit, voilà, il faut négocier. Nous, militaires, on va se mettre en retrait. C'est un gouvernement civil, démocratiquement élu, qui va négocier, donc le gouvernement de Max de Bade. Et il faut négocier avec Wilson et puis les Alliés, ce qui est fait. Donc on engage des négociations, on demande un armistice, les Alliés proposent, enfin, le 7 novembre, donc vous avez les plénipotentiaires qui arrivent du côté pour négocier à Rotonde. Notez que c'est quasiment que des civils. Il y a juste un colonel et un capitaine de vaisseau dans la marine, mais les militaires, eux, les généraux, eux, se sont échappés, se sont mis à l'écart. Ce qui va permettre, leur idée, c'est de dire, voilà, nous n'avons pas perdu la guerre. Nous, militaires allemands, nous n'avons pas perdu la guerre. Ce sont les civils, ce sont les révolutionnaires, ce sont, voilà, qui eux, ont perdu la guerre. C'est le coup de poignard dans le dos. Et nous, on n'y est pour rien. Nous, on a tenu jusqu'au bout. En réalité, c'est pas vrai. L'armée allemande, elle craque complètement. J'ai compte rendu, enfin, voilà, c'est... ou des généraux français, par exemple, s'étonnent même qu'on signe l'armistice à ce moment-là, le 11 novembre. Donc le 11 novembre, on décide de signer. Ça démilitarise, enfin, on retire aux Allemands une grande partie de leurs moyens. Ils sont obligés d'évacuer l'Alsace-Lorraine, tous les territoires occupés, et on occupe la Rhénanie. Mais bien comprendre que le 11 novembre, alors pourquoi le 11 novembre d'ailleurs, on signe parce que, d'abord parce qu'on en a marre, on veut arrêter, et c'est ce que dit Foch très clairement, hein, il dit voilà, je ne me sentais pas de continuer à faire tuer des soldats. Puis deux, on se dit que c'est encore un moment français, encore un moment où l'armée française est la plus puissante, donc c'est voilà, c'est peut-être le moment de signer. Si on signe la paix en 1919, ce sera une paix américaine. Les Américains, là, seront très forts. Là, à ce moment-là, les Américains ne représentent pas grand-chose, en réalité. Ils ont combattu un peu à Saint-Mihiel, ils ont combattu en octobre en Argonne, mal, plutôt mal d'ailleurs. Ça s'est relativement mal passé pour eux. Et donc, à ce moment-là de la guerre, les Américains, la contribution américaine militaire, c'est le mois d'octobre. C'est un mois, hein, c'est 2 mois. C'est de fin septembre à 11 novembre, point. Voilà, ça ne porte pas grand-chose. En revanche, la guerre aurait continué, oui. Là, les Américains ont été très largement prédominants sur le front au fur et à mesure de l'arrivée de leur renfort. Donc on se dit, il faut peut-être arrêter maintenant et signer tout de suite cet armistice, qui est un prélude à la paix. Ce n'est pas la paix. La paix, c'est le 28 juin 1919, c'est le traité de Versailles. Et même, d'ailleurs, en droit, il ne rentre en vigueur qu'en janvier 1920. Donc la paix, véritablement, c'est en janvier 1920. Le 10 janvier, je crois. Côté français, le décret qui déclare la fin des hostilités, c'est le 24 octobre 1919. Donc le 11 novembre, c'est pas la paix, c'est la fin des combats, c'est la victoire militaire, incontestablement, qui permet ensuite de négocier en position de force, mais après il y a tout un long processus qui va se dérouler. Et donc on rentre dans une autre période, je ne vois pas, mais assez compliquée aussi, dont on tirera d'ailleurs les enseignements par la suite. Hein. La fin de la Seconde Guerre mondiale tire les enseignements de la fin de la Première. Hein. La fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y aura pas d'armistice, il y aura une capitulation sans condition, l'Allemagne sera ravagée, et il n'y aura pas de négociation d'aucune sorte. Et c'est effectivement un enseignement de la manière dont les choses se sont passées à partir de 1918. Voilà. J'ai déjà dépassé mon créneau. Ça n'a pas d'importance. Voilà à peu près, donc rapidement brosser la manière dont
dont cette armée française a évolué et dont elle a largement contribué à gagner la guerre. Pas gagner seule, évidemment, mais c'est de très loin l'armée française qui, au moins contre l'Allemagne et sur ce front, a assumé la plus grande part de la victoire, incontestablement. Voilà, je vous remercie. Merci mon colonel. Et si vous avez des questions. Je crois que vous avez passionné notre auditoire et on va vous poser des questions. Je voudrais simplement dire, pour commencer, que vous avez le livre Comment l'armée française Les vainqueurs. Que vous l'avez à votre disposition. Vous pouvez l'acheter et le faire signer tout à l'heure par l'auteur ici présent. Et puis ne manquez pas également d'aller visiter Politique Magazine et la nouvelle revue universelle, notamment le numéro spécial sur Maurras qui vient de sortir. Procurez-vous-le. Alors, vous avez déjà le général Jardin qui C'est vous moi qui posait une pose question. toujours les premières questions. Bien sûr. Donc, d'abord une question sur la Marne. Quelle est la part de l'offensive russe dans la victoire de la Marne? Je pense, deuxième question sur Verdun, que je connais un peu puisque j'étais 2 fois en poste à Verdun. Falkenhayn a dit effectivement qu'il voulait pomper le sang des soldats, Truppen, je ne sais plus comment en allemand. Il n'y avait pas quand même une idée de percer dans cette affaire-là. Troisième petite question de détail. Pour moi, la Garance, c'était pour faire plaisir aux viticulteurs du Midi. Mais voilà. Oui, c'était longtemps le cas, mais juste avant la guerre, on l'a remplacé par un colorant importé d'Allemagne. Alors sur la Marne et Verdun. Alors sur la Marne, l'importance des Russes. En réalité, conformément aux accords, nous sommes alliés aux Russes. Il y a des accords qui ont été signés sur la manière de faire, et donc les Russes, qui mettent beaucoup de temps à mobiliser leurs forces, envoient tout de suite quand même les 2 armées qu'ils ont constituées et ils envoient à l'attaque en Poméranie pour essayer de faire pression sur les Allemands. En réalité, ces 2 armées russes sont battues par le général Hindenburg, ou maréchal déjà, je ne sais plus. Mais ça provoque, ça a une influence sur les opérations de la Marne, dans la mesure où ça fait peur. Ça fait peur au général Moltke, qui commande l'armée allemande à ce moment-là, le plan Schlieffen, c'est un pari, c'est-à-dire les Allemands ont laissé très peu de forces à l'est, en Poméranie, pour mettre le maximum de forces contre les Français. C'est ça leur idée de manœuvre. Et une fois qu'ils ont battu les Français, de revenir contre les Russes. Et donc ils ont accepté une impasse. Ils ne feront pas en 1918, il y aura 1 million d'hommes à l'est en 1918. Et donc là, Moltke, quand il voit arriver les 2 armées russes, il prend un peu peur et il détache 2 corps d'armée de son corps de bataille qui est à l'ouest, en France, qui les détache pour les envoyer à l'est. Ils arriveront trop tard. Donc ils n'auront aucune utilité ni à l'est ni à l'ouest, et du coup ça va contribuer à affaiblir les forces allemandes. Mais il n'y a pas que ça, on s'aperçoit que les forteresses qui résistent encore fixent aussi un certain nombre de soldats allemands, et puis on s'aperçoit surtout que la logistique ne suit pas. A beaucoup de mal à suivre l'avancée des troupes allemandes, et donc quand les Allemands sont sur la Marne, il manque un peu de tout, quoi. Les pertes n'ont pas été beaucoup remplacées, ce qui est plutôt le cas du côté français, et puis il manque de munitions, il manque de vivres, etc. Donc le plan Schlieffen en fait n'a pas marché, quoi. Ils ont sous-estimé tous les problèmes que ça allait poser, et toute la friction, comme dit Clausewitz, que ça allait poser. Sur Verdun, alors ça fait débat en fait. On sait pas trop quelle était l'idée des Allemands. C'est-à-dire que ils ont à la fois voulu massacrer l'armée française, saigner à blanc, et en même temps ils ont essayé de s'emparer de Verdun, quoi. Donc je ne sais pas quelle est la part d'initiative aussi sur place des généraux sur place qui ont entrepris de s'emparer. Alors l'idée c'était d'essayer au moins de chercher à s'emparer de Verdun pour obliger les Français à défendre. Bon. Mais ils ont été d'une certaine façon pris un peu à leur propre jeu, et ils ont monté aussi toute une série d'offensives qui sont révélées très meurtrières aussi pour les Allemands. Donc au bout du compte,
ça n'a pas marché. C'est-à-dire que les Allemands ont presque eu autant de pertes que les Français. Plus la Somme, l'année 16, finalement, c'est une année assez terrible pour les Allemands, hein, qui remplace Falkenhayn. Falkenhayn est viré à la suite de ça, quoi. Bon, voilà, peut-être. Donc, ils craignent beaucoup. Hein. L'armée, fin 1916, l'armée allemande est assez mal, quoi, sur le point limite. C'est pour ça qu'on remplace Falkenhayn, que Hindenburg, Ludendorff disent maintenant bon, on va verrouiller, on va installer la ligne de défense, grande ligne de défense, on va se replier sur cette ligne de défense plus courte, ça va permettre d'économiser des hommes, on va investir massivement dans l'industrie. Donc il y a une réorganisation de l'armée allemande à la suite de ça. Donc l'armée allemande souffre autant que l'armée française à Verdun. À cette différence près que du côté français, ça va passer, ça va devenir un symbole de résistance. Ça apparaîtra comme une victoire défensive, on a tenu, et on a montré que voilà, on était capable de tenir et de combattre dans les pires conditions, dans les conditions extrêmes. Et donc le bilan moral c'est en faveur des Français, quoi, je dirais. Oui, allez-y. Il me semble qu'une grande erreur de l'armée française, une grande erreur peut-être en France, ça a été de ne pas monter jusqu'à Berlin. Et si ça avait été le cas, qu'est-ce que ça aurait changé dans l'histoire? Vous me permettez, j'ajoute... Les Allemands, les Berlinois auraient vu les Français à Berlin. Je reprends votre question et je vous la pose simultanément. Il y avait une offensive préparée par Pétain, oui, et également par Franchet-Despéré. Oui. Et j'en parle d'autant plus qu'il y a mon ami Christian Franchet-Despéré qui est dans le fond de la salle et qui a sûrement une question à vous poser parce que vous n'avez pas parlé de l'armée des Balkans. C'est vrai. Effectivement, vous avez, par le 15 septembre, vous avez une offensive simultanément, toutes ces offensives sur le front ouest. Vous avez une offensive des armées alliées d'Orient, donc une grande coalition de plus de 600 000 hommes commandée par Franchet-Despéré, après succédant à Guillaumin, et qui lui réussit à percer. En fait, c'est la seule grande percée alliée de la guerre, avec aussi des combats en Palestine, et donc c'est le succès le plus spectaculaire en réalité des Alliés dans la guerre. Et c'est un succès un peu inattendu, hein, d'ailleurs, parce que on pénètre en Macédoine, et là on perce le front. Tout ce qu'on voulait faire en 1915, on réussit à le faire en Macédoine. On perce, on exploite, on occupe les dépôts, et vous avez deux armées bulgares qui sont obligées de capituler, la Bulgarie qui est obligée de capituler, là vous avez un jeu de dominos, et c'est un succès considérable, spectaculaire, et qui surprend tout le monde. Hein. Tout le monde se demande ce qu'on fait. Avant cette offensive, l'idée générale c'était de retirer le maximum de force des armées d'Orient. Donc l'armée d'Orient, il y a l'armée française d'Orient, une armée britannique, une armée serbe, un corps d'armée italien, des Grecs. Bon, c'est tout un petit époque. Et on le surnommé les jardiniers de Salonique par Clémenceau. Et donc l'idée c'était surtout de retirer le maximum de force, quoi. Et là, succès. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc Franchet-Despéré dit il faut foncer tout droit, on libère la Serbie, et puis on essaie de pénétrer en Autriche, Hongrie, et puis si possible plus loin. Les Britanniques disent non, ça ne nous intéresse pas, nous ce qui nous intéresse c'est les Turcs. Et donc hop, le contingent britannique lui bascule et fonce vers Constantinople. D'accord. Et puis le gouvernement français dit non mais nous ce qui nous intéresse c'est la Roumanie. Et donc on va créer une autre armée en Roumanie, et puis vous allez partir, si vous avez vu Capitaine Conan, le film Tavernier il y a une semaine, c'est ça, hein, on les voit partir, traverser la Bulgarie pour aller en Roumanie, puis revenir, enfin bon. Et du coup, bon, ça va libérer la Serbie, la Bosnie, et puis bon, ça va s'arrêter là. Mais conséquences considérables, hein, ça a contribué à affaiblir, enfin à mettre hors jeu les trois puissances alliées de l'Allemagne, hein, pratiquement. Et à partir de ce moment où l'Allemagne se retrouve seule, c'est très très compliqué, quoi, à défendre. Maintenant, simultanément tout ça, vous avez aussi une offensive qui est préparée pour la Lorraine, qui est préparée par l'état-major français, qui dit voilà, après toutes ces attaques,
Donc après s'être emparé de la ligne Hindenburg, il y a, bon, on ne le voit pas bien, mais du côté de la Lorraine, on se dit, bon, voilà, si on attaque en Lorraine, si on perce, si on s'empare, si on va jusqu'à Metz, et on s'empare des réseaux ferrés notamment, qui sont à la frontière, du côté, enfin si on s'empare du Luxembourg, hein, pour simplifier, toute la région du Luxembourg, c'est le nœud, ce centre de gravité. Si on s'en empare, toutes les forces allemandes qui sont encore en Belgique seront obligées de capituler. Bon. Et donc on prépare une grande offensive en Lorraine, beaucoup de moyens, en face il y a peu de forces, et donc on se dit bon ça va marcher. Et puis cette offensive elle est prévue pour le 14 novembre. Et là le 11, tout s'arrête. Bon. Et d'où d'ailleurs un débat, qui est peut-être plus après-guerre que sur le moment en réalité, hein, d'après ce que vous comprenez. C'est-à-dire que certains disent, bon, en fait, les défenseurs de Pétain, pour le dire simplement, face à Foch, disent, bon voilà, en fait, Foch a privé Pétain, son rival, d'un grand succès, quoi. Succès défensif. Deuxième idée, c'est de dire, ben voilà, il a manqué quelque chose. Il a manqué quelque chose. C'est pour ça que, je veux dire, en 1945, on occupe l'Allemagne, on l'écrase, on occupe, et c'est la capitulation. Là, il n'y a plus de discussion possible. Et donc là, alors que là, le territoire français n'est même pas complètement libéré. L'armée allemande va rentrer finalement chez elle en relativement bon ordre. Elle sera accueillie par le président Hébert en disant voilà, vous qui n'avez jamais été vaincu sur le terrain. Et donc se développe l'idée que effectivement l'armée allemande de résister, et donc que l'armée allemande n'a pas été battue, donc l'Allemagne n'a pas été battue, et que si elle était battue, c'est parce que voilà, il y a des gens qui ont craqué derrière, les révolutionnaires, les juifs ensuite, etc. Enfin, après on pouvait mettre de qui on voulait là-dedans. Et donc voilà, mais sur le moment, côté allié, on ne voit pas venir ça en réalité, pas tellement. On signe le 11 novembre, puis après, 2 semaines après, on re-signe à nouveau, hein, oui, mais l'accord doit être reconduit régulièrement. Et ce sont les mêmes. Donc à aucun moment, par exemple, Foch lui dit, mais non, attendez, moi je veux voir Ludendorff. Je veux voir signer Ludendorff et Hindenburg. Ou Groener, donc à remplacer Ludendorff. Enfin, je veux voir les patrons de l'armée allemande devant moi. Je ne demande jamais. Et personne ne le demande d'ailleurs. On voit pas le problème en réalité. À ce moment-là. Et donc, effectivement, l'Allemagne a beaucoup souffert, mais l'Allemagne n'a pas été détruite, elle n'a pas été ravagée, donc la population allemande, il y a un sentiment que, voilà, un peu étrange, de se dire finalement, bon, est-ce qu'on a vraiment été vaincu dans cette affaire et voilà, et d'où ce qui va laisser prospérer pour toutes les théories. C'est paradoxal. Voilà. Et d'autant plus qu'au traité de Versailles, l'Allemagne n'a pas été atteinte dans sa chair vive. On a démembré l'Autriche-Hongrie, on a démembré tout le reste, mais on a laissé son unité à l'Allemagne. Oui, sauf certaines parties pour la Pologne, mais oui, l'Allemagne n'a pas, voilà, mais n'a pas été touchée véritablement. Et elle reste, d'ailleurs, c'est le problème majeur de l'après-guerre hein, pour la France. Hein, l'Allemagne reste une puissance potentielle. Il reste une puissance supérieure aux vainqueurs, à la France. Et donc toute la question, c'est comment on fait pour avoir une assurance face à cette puissance potentielle. C'est toute la question stratégique du moment. Il faut a beaucoup de mal à résoudre parce que, en particulier avec les Alliés, on n'est pas d'accord sur la ligne à adopter. Est-ce qu'il faut normaliser les rapports? L'Allemagne est devenue une démocratie, une république. Est-ce qu'il faut essayer d'avoir des rapports démocratie se font relativement peu la guerre ensemble. Donc est-ce qu'il faut normaliser le rapport avec l'Allemagne, ou est-ce qu'il faut être dur et imposer une surveillance, occuper la Rhénanie en permanence, voilà. On hésite entre ces deux lignes. Les Alliés, et ça aussi, ça va avoir un écho sur la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés se désunissent. Il n'y a pas d'alliance militaire après la guerre. Les Américains très vite retournent à l'isolationnisme. Et avec les Britanniques, ça ne se passe pas forcément très bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, première chose qu'on fait tout de suite après, ou très peu de temps après, c'est on fait une alliance militaire.
s'est dit voilà, entre Britanniques et Français d'abord, et Belges, et puis après on fait venir les Américains, et on les fait venir en Europe, en disant voilà, on va pas faire comme la dernière fois, vous allez repartir, et puis non, on fait quelque chose de solide. Or, il n'y a pas d'unité, très vite ça se disperse, et la France se retrouve un peu seule. La France dit, bah, attendez, bon, vous êtes bien gentils, mais nous on est en première ligne vis-à-vis de l'Allemagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais on va petit à petit, on va aussi vers une normalisation des rapports. Hein. Dans la fin des années 30, on est dans il y a le pacte Locarno, 1925, si je me souviens, Rapallo, voilà, on normalise les rapports avec l'Allemagne, on accepte l'Allemagne à la Société des Nations, et puis bon voilà, on évacue la Rhénanie militairement. Bon, donc on croit qu'on peut faire, et puis survient le nazisme, mais là c'est plus possible. Autre question? Oui. J'ai une question beaucoup plus restreinte dans le temps. On a vu qu'il y avait un problème de reconnaissance des maréchaux là, avec M. Macron. Et il y avait une question sur le général de Lanzac, oui. sur la 5e armée. Oui. J'ai entendu que c'est la 5e armée qui, grâce à l'intervention de Lanzac, aurait sauvé l'armée française et que ce général n'a jamais été promu maréchal. Ah oui. Quelle est la raison? Est-ce que c'est une raison purement sociologique appartenance au catholique ou est-ce qu'il y a d'autres raisons alors oui, le général Lanzac commandait la 5e armée française, celle qui est montée en Belgique. Il a il a failli, enfin, c'était un excellent tacticien, Lanzac, incontestablement. Il a réussi à sauver, en fait, il arrive en Belgique au moment où on s'aperçoit, une des surprises de cette guerre, par les Allemands, c'est que les Allemands ont envoyé toutes leurs réserves en première ligne. Nous non. Réservistes, on les envoie en mission secondaire. Enfin. Et là, tous les corps d'armée de réserve sont en première ligne. Et là, donc, quand on va arriver en Belgique, beaucoup plus, on savait qu'ils allaient arriver en Belgique, mais on va arriver en Belgique beaucoup plus de soldats allemands qu'on l'imaginait. Et donc, la 5e armée française qui se retrouve en fait face à 2 armées allemandes complètes, plus les Belges qui ont été battus aussi, qui se replient, les forts belges qui sont tombés très vite aussi, ça c'est une grosse surprise. Et donc Lanzac réussit, ça c'est là où il est bon, c'est qu'il réussit quand même à s'extraire d'un piège et à se replier dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas gagné. Quoi. Oui, alors je ne connais pas trop, mais surtout après il y a un problème de personnes. D'abord Lanzac, il a un caractère épouvantable, donc il ne s'entend pas avec les Britanniques, alors c'est dommage parce que les Britanniques sont là, ils sont à côté de lui, donc ça ne se passe pas bien, et puis il ne supporte pas Joffre. Il avait surnommé, il avait dit que Joffre c'est un sapeur. Donc, et il avait dit Joffre est juste capable de fabriquer des pissotières blindées. Et donc voilà. Alors je pense qu'il y a ça, c'est un paramètre qui a fortement joué. Les relations entre les deux hommes sont exécrables. Et donc Joffre vire dans la fournée de tous ces limogeages, il vire un autre général Ruffet, et Lanzac aussi dans la foulée, ce qui est étonnant parce que je pense que Lanzac était effectivement un des meilleurs généraux français. Et j'ignore à peu près ce qu'il devient par la suite. Voilà, donc il disparaît effectivement, c'est un gâchis certainement, c'est un grand bonhomme. Et bon, voilà, je ne peux pas vous en dire plus en fait. Oui. À propos de l'armée d'Orient, Oui. il y a un film qui vient de sortir mercredi dernier sur France 3 à 22h35 qui s'appelle L'Odyssée des soldats d'Orient et qui donne beaucoup plus encore d'ampleur au succès de Franchet d'Espéré. Et on dit que les Allemands ont paniqué quand ils ont vu cette poussée du Sud. Et ils se sont précipités à signer l'armistice et ça a accéléré la fin parce que les Allemands ont été complètement surpris. Oui, les Allemands ont été surpris. Il faut rappeler que le front dans les Balkans tenait parce qu'il y avait aussi des Allemands. Enfin, du côté de la quadruplice, il tenait parce qu'il y avait des forces allemandes. Or, Ludendorff retire toutes les forces allemandes pour les envoyer en France. Et donc, en fait, il affaiblit
considérablement les forces. Donc en gros, il n'y a plus que des Bulgares. Il y a une armée allemande, mais qui est allemande que le nom pratiquement. Il y a quasiment plus que des Bulgares qui n'ont pas un moral extraordinaire et qui pensent faire la paix. Bon. Et effectivement, quand Franchet-Després perce, en réalité, le premier réflexe de Ludendorff, c'est d'envoyer des troupes en Bulgarie pour faire un coup d'État et pour empêcher que le gouvernement ne signe la paix, quoi. Bon, ça marche pas. Mais oui, il y a une grande... enfin, Ludendorff, après, il a des hauts et des bas en permanence. Mais, alors, point de vue militaire, ils sont encore loin de l'Allemagne, hein, si vous voulez. Donc, avant de voir débouler Franchet-Després en Bavière, il peut se passer encore beaucoup de temps. À la fin de la guerre, il est juste à la frontière de Hongrie, hein, Franchet-Després. Mais il y a d'autres projets, des projets en Italie aussi, pour attaquer l'Allemagne par le sud. Mais j'ai oublié de dire aussi, l'offensive en Lorraine, 14 novembre, est-ce qu'elle aurait marché? Je ne suis pas sûr du tout. Enfin, elle aurait réussi, hein, elle aurait progressé de plusieurs dizaines de kilomètres, mais je ne suis pas sûr du tout qu'on soit arrivé en Allemagne. Donc oui, c'est un élément qui contribue. En fait, c'est un effet de domino, quoi, hein. Quand la Bulgarie quitte la guerre, la Turquie se retrouve isolée et puis quitte la guerre quelques jours plus tard. L'Autriche qui demande la paix depuis... l'empereur Charles qui espère pouvoir faire la paix et qui n'y arrive pas parce que les Allemands s'opposent en permanence, bon là il est coincé, quoi. Donc les Italiens en profitent pour lancer, dans les derniers jours de la guerre, une grande offensive avec participation française, il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a plusieurs divisions françaises sur place. Là aussi, tout l'empire austro-hongrois s'effondre d'un seul coup. Et là, oui, bien sûr, il n'y a plus aucun espoir pour les Allemands, quoi. La stratégie allemande, c'était, une fois que les offensives ont échoué, c'était de dire, bon, on va passer en défensive, on va essayer de négocier dans de bonnes conditions. Donc on va essayer de lancer une dernière offensive, essayer un peu de se mettre un peu en position de force, et puis on va essayer de négocier. Et la dernière offensive, ils n'ont jamais eu le temps de la lancer. Et puis après, les choses s'accélèrent. À partir du mois de septembre, les choses s'accélèrent. Et ça va très vite. Et tout s'effondre à grande vitesse, en réalité, pour le camp de l'Allemagne, quoi. Qui aurait pu signer la paix beaucoup plus tôt, hein, mais il y a une obstination des militaires quand même jusqu'au bout. On pensait quand même qu'à la fin dans les derniers jours de la guerre, vous avez quand même le grand amiral de la marine allemande qui dit allez, sortons et attaquons la flotte britannique. Ça ne sert strictement à rien. C'est complètement suicidaire. Et ça sert strictement à rien, quoi. Donc baroud d'honneur et puis on fonce, quoi. Bon, c'est là que les marins se révoltent. Ils disent, attendez, ça sert à quoi, quoi. Et donc c'est le début de la révolution allemande, quoi. Après ça se répand comme une feu de paille, quoi. Voilà, les généraux allemands stratégiquement ont été très mauvais, quoi. Les amiraux, les généraux, ils ont pris des décisions catastrophiques. Très simplement, hein, quand Ludendorff dit au moment de lancer les offensives, il réquisitionne tous les chevaux en Allemagne, tous les chevaux de l'agriculture. Donc tout ça, ça va aux armées. Déjà que la population est affamée, et là ça finit de ruiner complètement l'agriculture, quoi. Et donc c'est toujours cette idée de pari, là, voilà, on lance un pari, puis on va gagner, et puis ça marche jamais, et puis on se retrouve dans une situation pire qu'avant, quoi. Quand les amiraux disent voilà, on va lancer une guerre contre... Enfin, là aussi, les amiraux allemands, les généraux allemands font leur guerre de leur côté. Au tout début de la guerre, le plan Schlieffen, personne ne dit tiens, on va occuper les ports le long de la Manche. Ça pourrait être utile plus tard. C'est pas dans le plan de l'armée, donc bon. De l'autre côté, la marine ne fait rien pour empêcher les Britanniques de traverser la Manche, par exemple. C'est pas prévu, pas dans le plan, quoi. Quand les amiraux disent nous on veut couler la marine marchande britannique, et puis ça va obliger le Royaume-Uni à faire la paix. On dit oui, mais ça va déclencher l'entrée en guerre des États-Unis, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'est idiot. Quand on regarde rétrospectivement, c'est idiot. Parce que... alors, ils réussissent, hein, ils disent voilà, il faut couler 600 000 tonneaux et on a gagné. Bon, ils coulent 600 000 tonneaux et ils gagnent pas. Parce que les autres fabriquent
quand les États-Unis rentrent dans la guerre, ils envoient leurs bateaux, ils fabriquent des bateaux marchands à grande vitesse, ils envoient leur flotte. Les Alliés inventent plein de choses, innovent et inventent plein de choses, et la guerre sous-marine est un échec complet, mais qui a déclenché l'entrée en guerre des États-Unis. Quand le ministère des Affaires étrangères organise des sabotages aux États-Unis pendant la paix, donc en 1916, vous avez des sabotages aux États-Unis dans certaines usines qui envoient des produits en France. Ils se font avoir et tout le monde sait que ce sont les Allemands, que c'est l'ambassade allemande qui a déclenché ça. C'est idiot quand la diplomatie allemande envoie un message au Mexique en disant voilà, écoutez, si ça vous dit, on vous propose de faire la guerre avec nous. Le message est intercepté. Bon. En plus, c'est stupide, les Mexicains n'ont pas du tout envie de se lancer en guerre contre les États-Unis. Et voilà, il y a plein de décisions comme ça qui sont d'une très grande stupidité stratégique. Tactiquement, ils sont très bons, mais stratégiquement, c'est une incohérence dans la gestion de la guerre au plus haut niveau, qui va aboutir au bout de compte à une catastrophe. Puis il y a cette idée, c'est un des problèmes qui va bloquer toutes les négociations de paix pendant longtemps, c'est que ils ont conquis la Belgique, une grande partie de la Belgique, les territoires dans le nord, et donc quand on fait une négociation de paix, on dit écoutez, la première chose, vous évacuez ce que vous avez conquis. Non, c'est compliqué, quoi. Et en plus, ça coûtait cher, on ne voit pas pourquoi on les va évacuer. Donc, rien que ça fait couler toutes les quelques tentatives qu'il peut y avoir pendant la guerre des négociations de paix, quoi. Voilà, dernier truc, quand ils évacuent, ils ravagent tous les départements du Nord, quoi. Et ça ne fait que... alors qu'ils sont en train de négocier avec Wilson. Et quand Wilson apprend ça, alors il continue la guerre sous-marine, donc il coule des navires civils, des navires neutres, ce qui fait horreur aux Américains. Et donc ça ne fait que radicaliser au fur et à mesure que les négociations avancent, radicaliser la position de Wilson, qui au début est peut-être un peu conciliant, puis à la fin dit ok, voilà, maintenant vous m'emmerdez, et puis je laisse aux militaires, je laisse à Foch, commandant interallié, le soin de rédiger les conditions d'armistice, quoi. Et puis on va arrêter, quoi. Voilà. Donc gestion calamiteuse de cette guerre par le grand état-major allemand qui, je pense, a une grande responsabilité à tout point de vue dans ce conflit. Oui. Est-ce que vous validez avec l'idée que l'Allemagne essaie à chaque fois d'être en bonne position pour négocier, est-ce que vous validez que la première grande offensive, c'est Verdun en fait, et que c'est une offensive non pas pour gagner, mais pour être bien disposé dans les négociations de paix? En 1916 ? Non, 18 en 1916, février 1916, Verdun. Est-ce que vous dites que depuis la fin 1915, oui, l'Allemagne sait qu'elle ne va pas gagner les guerres? Ah non. Elle est en tout cas en mauvaise position par rapport à ce qu'elle a prévu. Non, l'année 1915, c'est une année, au bout du compte, qui est plutôt favorable à l'Allemagne. Ils percent à l'Est, ils écrasent les armées russes, ils mettent la Russie sous très forte tension, on s'empare de la Serbie. Voilà, les Dardanelles, ça échoue. Enfin, stratégiquement, c'est une année plutôt favorable à l'Allemagne. Est-ce qu'ils veulent utiliser cette position favorable pour négocier? Peut-être, mais de toute façon, si l'idée c'est de massacrer l'armée française pour pouvoir négocier dans de meilleures conditions, c'est un mauvais calcul, quoi. Leur idée, c'est au départ, ils disent voilà, notre obstacle, c'est l'armée française. Voilà, et ce sera d'ailleurs tout le long on peut, une fois qu'on a éliminé l'armée française, on peut négocier avec les Britanniques, on pourra peut-être être effectivement en position de force. Mais pour ça, il faut battre l'armée française. Oui, vous avez raison, c'est une manière pour eux de se mettre en position de force, soit pour gagner militairement, soit pour éventuellement négocier dans de bonnes conditions. Nous, on ne lâchera jamais Verdun. Bah oui, non, bien sûr. Bien sûr, oui, on en a parlé, mais oui, bien sûr, ils le savent, mais finalement, c'est un plan qui va pas du tout marcher, quoi. Bien, merci beaucoup. Si tu permets, je voudrais faire deux remarques. Vas-y. La première, c'est sur le droit du sol, qu'a évoqué indirectement le colonel. Le droit du sol a été institué d'abord pour avoir des soldats.
Ah oui, donc pour avoir des soldats, les étrangers ont donné la nationalité française, donc ils étaient mobilisables. Donc le droit du sol maintenant, il n'est plus la même consistance. Et deuxièmement, sur les commémorations, c'est l'absence totale des chefs. Hein, on n'a pas dit un mot sur les chefs. Hein. Bon, évidemment, c'est parce qu'il y a Philippe Pétain, mais moi-même, je suis un ancien élève de l'école Sainte-Geneviève, je suis allé le 11 novembre, où il y a eu une très très belle commémoration par les élèves et les jésuites autour du monument aux morts, ensuite par une messe, où les élèves ont fait des très beaux textes sur l'héroïsme, l'engagement, l'esprit de sacrifice, ce qui est quand même réconfortant de la part de jeunes. Mais ils n'ont pas dit un mot, et pourtant ils n'ont pas Pétain. Ils ont 3 maréchaux qui sont sortis de l'école, Fayolle, Franchet-Després et Lyautey indirectement, 2 commandants de groupes d'armée, Castelnau et Lang de Carré. Donc ce qui m'a frappé, hein, c'est dans cette commémoration, et je pense quand même hein, qu'il n'y a pas de bons soldats s'il n'y a pas de bons chefs. Exactement. Alors, merci encore mon collègue. J'ajoute aussi encore un petit mot, simplement un tout petit mot. C'est que vous nous avez fait plaisir parce que vous avez montré, contrairement à ce qui se dit, que les Français se sont révélés plus intelligents que leurs adversaires. Ben mince, c'est quand même bien dans une époque où on passe notre temps à se dénigrer et finalement il n'y a que la France qui se dénigre. Alors vive la France, vive les Français et vive nos maréchaux. Alors maintenant vous avez le livre. Vous avez le livre du colonel Gaillac qui est à votre disposition et il est prêt à vous signer. Et on va vous apporter un verre. Un verre de vin rouge, blanc, rouge. Un verre de vin rouge pour le colonel. Et alors, le prochain. Ah oui, le prochain. Le prochain. C'est 11 décembre. 11 décembre, voilà. La prochaine réunion, c'est le 11 décembre, et ça sera le professeur Martin qui viendra nous entretenir de la médecine des Lumières à la bioéthique moderne.